magnifiques connaissances et cette énergie peuvent-elles venir? Elles viennent du Harukia Café, le Full Manga Podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019, et oui, toujours en 2019, chez Harukia, et je suis Ocho-san en live du Kensington Café à Nancy. Oui. Pour m'accompagner, comme vous l'avez entendu, ce mois-ci, il y a Kino. J'aime bien t'appeler le breton naturaliste. Je vais t'appeler comme ça. Expatrié en Lorraine, complètement à l'ouest ce mois-ci. Bonjour tout le monde, bonne année. Nico, le libraire, sans crainte, qui n'a même pas peur de se faire fouetter malgré ses très discutables recommandations du mois. Je suis plutôt le plus le Père Noël ou Saint-Nicolas, mon ami. Et sinon, bonne année à tous et ravi d'être de retour parmi nous. Merci. Bonne année. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, tu nous avais manqué. Mais oui, je pensais qu'il était de retour parce que c'était janvier 2000. Non, mais c'est vrai qu'il était pas là le mois dernier. Rappelle-toi comment il nous manquait. Ouais, alors, donc double reco, double coup de fouet là. Et au programme de cet épisode 10... Coucou à Inès de loin alors. Oui, coucou à Inès qui n'est pas là ce mois-ci. Comme les 4 mousquetaires, il y en manque toujours un. Voilà. Et bonne année Inès. Bonne année Inès, et bonne santé et ta réussite dans tes études de psycho. Et tes cobayes t'attendent. Et prospérité. Prospérité. Et plein de bons mangas. C'est pour tout le monde ça, les bons mangas. Ouais. Sauf pour nous. Voilà. Au programme de cet épisode 10 d'Harukia, nous aurons Rafnaz, comme on dit entre nous, de Yumiko Shirai. Alors, on classe en quoi? En seinen? En seinen, shonen, seinen. Allez, seinen. Nico me dit seinen. En 2 tomes, c'est terminé. C'est chez Komiku Latitude. Donc 2 tomes terminés. C'est Latitude, donc c'est le format grand de chez Komiku. Ensuite, nous enchaînons avec le Père Fouettard Corporation de Hikaru Nakamura. C'est un seinen en 1 tome pour l'instant chez Kurokawa. Ensuite, ça sera Vers l'Ouest de Zheng Yanhei, excusez-moi pour la prononciation. C'est un manhwa en 3 tomes en cours chez Urban China. Ensuite, ce sera La Dernière Heure. Non, ce ne sera pas terminé. En 4 tomes, non mais vers l'Ouest. Vers l'Ouest, il n'y en a que 3 pour l'instant sortis. Je crois qu'il sort genre... Ça dépend parce qu'il doit sortir la semaine prochaine. Oui, quelque chose comme ça. On va dire s'il n'est pas déjà sorti en fait. S'il n'est pas déjà sorti. D'accord. C'est ce mois-ci le 4e tome en tout cas. Ensuite, ce sera Dernière Heure de You, tout simplement. Voilà. Seinen en 4 tomes finis chez Akata. Et nous terminerons avec Silverwolf. Commence pas à massacrer le titre du seul manga sauvable de l'émission. De Tetsukazu Konda et Shimeji Yukiyama. 1 tome en cours chez Kurokawa. C'est un shonen. Shonen. De qualité. Shonen, nous sommes d'accord. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours. C'est manga bon pour la santé, mauvais pour l'éducation. On va commencer par Kino, qui va nous parler de Tetsumin de Keita Sugahara. Bonne année. Ouais, Tetsumin. Alors, comment je vais essayer de vous résumer ça un petit peu sans trop dévoiler trop de trucs. En même temps, la couverture déjà dévoile un peu pas mal parce que si vous l'avez vu dans les rayons, si vous l'avez vu dans les rayons, c'est une femme avec la moitié du visage arraché qui laisse découvrir non pas un robot, mais un être de fer. C'est comme ça qu'on les appelle et ceux qui disent robots, on les reprend. Il ne faut pas confondre les zombies et les infectés. C'est pas ça, voilà, exactement. C'est pour ça que dans Doctor Who, ce sont les hommes de fer. D'hommes de métal, Cybermen, mec, Cybermen. Effectivement. C'est pas des robots. Écoute, c'est peut-être une influence. Et Steven Moffat te remercie. Donc on va suivre l'histoire de Miro. Qui voit pas grand-chose. Une jeune. Non mais j'allais la faire, mais en fait je l'avais pensé, puis je me suis dit non. La blague de la honte, ça sera pour moi. Je pensais que t'allais me faire les gros yeux si je la faisais. Shame. Ouais. Je pensais que t'allais m'en vouloir si je la faisais, alors je m'étais dit non. Bon bref, c'est pour toi. Je sais même plus où j'en suis. Ouais, on suit Miro, une lycéenne. Voilà, elle est en seconde. C'est original. Très phobique de tout. Elle a peur de traverser un pont, elle a peur du noir, elle a peur de tout. Comme ça, c'est réglé. On sent tout de suite qu'elle est un petit peu, quand même, un peu paumée. Je me souviens plus trop de tout, quand même. Bon. Et petite journée, elle va au lycée, tatati tatata, 2-3 petites péripéties plus tard, du style un téléphone abandonné où on essaye de la joindre, du style une agression bizarre par un gars, alors qu'il y a un gars qui lui ressemble qui est mort à ses pieds.
et ben on apprend quoi? Que c'est aussi un être de fer. Je vous le dis direct, hein. Ouais, mais c'est dès le début, je vous flingue pas l'intrigue non plus quand même. Alors ça, Ouais, j'aurais jamais pensé. C'est chapitre 1 quand même. Non mais t'es résumé, mec. Non, celui-là il est merde. Il est extraordinaire merdique. ce que tu m'as fait là. Celui-là il est merdique, je suis Je pense que d'accord. Nico, moi je craindrais pour ta place à tout manga. Hein. Là, je pense Non, que là, t'as du lourd en face. Là. Je peux faire des bons résumés, mais celui-là est absolument horrible. Je suis d'accord. Attendez, parce que j'ai pas fini en plus. On vient de perdre nos 30 Ouais, voilà. Donc, du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un être de fer anormal, parce qu'il y en a qui sont défaillants, c'est-à-dire. Alors, c'est un peu flou en fait cette histoire, on s'en rend compte. Au début, ça paraît clair cette notion, et au fur et à mesure, on donne d'autres éléments qui, je trouve, rend ça un peu flou. Mais en disant, on nous dit qu'ils n'ont pas conscience que c'est des êtres de fer. Alors, en fait, on va nuancer, on va dire qu'elle sait quand elle en est un, puisqu'elle va le découvrir, mais elle continue à agir comme si elle n'en était pas un, c'est-à-dire avec des raisonnements et des émotions et des approches humaines. Voilà. Je vais à peu près m'arrêter là pour le résumer, si ce n'est que. Parce qu'en fin de compte. Dans un premier temps, on a une approche assez classique, assez simpliste, qui fonctionne très très bien, limite naïve du sujet, mais qui au moins cible très très bien son sujet, et ça démarre très très bien. L'auteur après part sur une dynamique beaucoup plus à coup de rebondissement. C'est-à-dire que du coup, je vous l'ai dit, c'est parce que c'est dès le début, elle, c'est un être de fer. Donc après, on va avoir le point de vue de quelqu'un d'autre qui va l'être. Après, on va avoir quelqu'un qui découvre qui se sont et qu'est-ce que c'est l'intrigue. Et en fait, c'est un peu ça, en fait. L'idée, c'est que ça donne envie de poursuivre parce qu'il ménage bien ces effets de mystère et d'intrigue. Voilà, on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle va devenir, notre héroïne. Qui est la personne qui a l'air d'en savoir beaucoup au téléphone et qui lui parle et qui la guide pour lui dire d'aller là, de se méfier d'un tel, qui lui explique quand même que la population, parce qu'ils vivent sur une île, que cette population est en train de diminuer, mais en fait elle est au même nombre, parce qu'en fait ils sont tout simplement remplacés au fur et à mesure par des êtres de fer. Un coup, l'approche, elle va être un peu, on va dire, thriller, un peu introspectif, parce qu'on est plongé avec notre personnage principal. Un coup, ça va être plus sur une approche plus épouvante, on va dire, pas horreur, je dis épouvante comme ça. Ouais, ça marche pas si mal. C'est un peu foutraque au fur et à mesure, alors que ça démarre de manière assez carrée et classique, je l'ai dit. Et ça, pour moi, quand je dis classique, ça veut dire que c'est bétonné, quoi, que ça c'est bien construit. Bon, c'est simple, mais ça marche, quoi. Et au fur et à mesure, c'est un peu foutraque, mais en même temps, une fois que t'es arrivé à la fin du tome 1, et t'as franchement envie d'aller voir ce qui va se passer dans le tome 2, parce que, encore une fois, il ménage très, très, très bien ces effets, même si, vous savez, quand on a choisi de faire une politique de rebondissement, forcément, des fois, c'est un peu trop maladroit, un peu trop forcé. Voilà, il y en a 2-3 qui marchent un peu moins bien. Mais franchement, on a l'habitude de dire, enfin, on pense un peu ça, c'est souvent que chez Komiku, c'est ou très bon ou pas bon du tout. Je dirais que là, on est parmi du moyen. Moyen sympa qui se lit bien, bon, c'est pas le truc de fou, mais franchement, pour comparer à d'autres trucs qu'on a dans le podcast là ce mois-ci, c'est malgré les faiblesses. J'aime bien les traits du visage de ces personnages. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, moi je trouve. Oui. Surtout chez les hommes. Ah oui, d'accord. Quelques personnages masculins que j'ai pu voir en feuilletant là. Moi je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, ça traîne pas sur le rythme. Je pense que c'est une série qui est finie en 2 ou 3 je crois, plutôt. Il y a le tome 2 qui vient de sortir aujourd'hui, non, il me semble le 11 janvier. Et je dis, si, pour une petite série, ça marche bien. Un petit truc un peu SF, anticipation, comme ça. Ça révolutionnerait. Hein. Ok. Moi, je vais vous parler d'une série que vous connaissez absolument pas. Vraiment complètement récente. Personne n'en a entendu parler. Ça s'appelle Berserk. Je connais pas. Vous connaissez pas Berserk? Nico, tu connais pas? Non, je suis dans les mangas depuis très longtemps, donc là, ce coup, là, tu me parles d'un truc. C'est quoi, c'est un premier tome en pré-publication? Ouais, c'est ça, c'est une nouveauté, c'est un jeune auteur? Ouais, c'est un jeune auteur. C'est un jeune auteur, je dirais même, et qui s'appelle Kentaro Miura. Vous connaissez pas non plus? Non, vous avez jamais entendu. Voilà. Guts!
Guts. Oui, voilà, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'il crie Guts? Tout simplement parce que Guts, c'est le nom du personnage principal de Berserk que vous connaissez tous, mais que moi, voilà, j'avoue humblement que je n'avais pas encore. C'était dans ma lorgnette. Hein, j'ai regardé, il faut que je lise ça. En grand amateur de la série des Dark Souls, Demon's Souls, etc. Je savais que les influences venaient énormément de Berserk. Du coup, j'attendais ça. Kino les a lus il y a pas tellement longtemps. Bon, toi, Nico, tu les as lus en quand ils sont sortis ou pas, toi, du coup? Alors, je les ai lus. Oula, moi, c'est une longue histoire. Moi, je les ai lus la première fois qu'ils sont sortis chez Samurai. La première édition qui était sortie en 95. Donc, il y a un seul tome sorti. Et malheureusement, l'édition Samurai s'est fait racheter par une boîte de porno. Et en fait, l'édition est morte. C'est les premiers à avoir sorti Berserk. Ensuite, c'est ressorti une deuxième fois chez Dynamic. Et ils ont sorti 6 tomes. Et pareil, ils sont morts. Ils ont fait que des conneries. D'ailleurs, c'est à l'époque qu'ils avaient sorti les Cobra et autres. Donc, c'est comme du lourd, quoi, du bon. Et là, Glénat a ressorti. Et quand il les a ressortis, j'étais trop content parce qu'effectivement, c'est une série que j'adorais. Il y avait les jeux vidéo qui étaient sortis à l'époque. Il y avait les premières séries animées qui étaient sorties. Et je suis un adorateur. Il faut savoir que pour moi, Gatsu, en japonais, Guts, est le héros emblématique dans ce style énorme, épais, combattant, charismatique, sa gueule déchirée, vraiment c'est une gueule cassée, il a des cicatrices partout, c'est l'homme dans toute sa splendeur, des muscles et surtout, voilà, c'est pas le côté macho, c'est le côté, c'est un guerrier, c'est un peu le Conan le barbare de version japonaise sur de l'heroic fantasy. En plus, ce qui est génial, c'est que on part du medieval fantastique à l'heroic fantasy et ça passe tellement crème et je suis amoureux de cette série et surtout de l'épée de Guts, la Dragon Slayer. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Voilà. Oui, Dragon Slayer que l'on trouve dans Demon's Souls, Dark Souls, je sais plus dans lequel. Mais en tout cas, il y a toujours une épée qui est en Quand référence on sait sa grande épée symbolise. On sait. Ok, d'accord, merci, bon appétit. Donc c'est une série qui est débutée en... Il a plus le micro, il peut plus me répondre. Qui a débuté en 1990 et qui compte actuellement 39 tomes. Oui, Heroic Fantasy ou Dark Fantasy, c'est quand même très très dark. Hein, dès le début, on est quand même dans quelque chose c'est décadent un peu. Oui, voilà, comme tu l'as dit, tout à fait, c'est décadent. Oui, il aime bien, c'est le mot du mois pour Kino. Donc moi, malheureusement, je l'ai découvert, c'est assez paradoxalement, assez paradoxal, pardon. C'est que c'est un auteur que, en fait, j'ai lu les autres choses qu'il a faites avant de lire Berserk. J'ai lu Japan, j'ai lu Oro, et surtout Gigantomachia ou Machia, hein, voilà, savoir comment on prononce, que j'ai adoré, vraiment, surtout ce dernier. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que voilà, je repoussais. Le mois dernier, j'ai dit, allez, il faut quand même que je prenne le tome 1. Kino me dit, allez, prends le tome 2, tu vas en avoir besoin. Au final, il avait raison, mais moi, je me suis dit, ah non, quand même. J'arrive chez Nico n'a plus le tome 2. Et voilà, c'est la galère. Ben oui, c'est la galère. Et d'après ce que tu m'as dit, Nico, il y a une rupture sur le tome 1. Alors le 1 est en rupture et la série est toujours en plein boom, surtout dans les périodes-là. Et ça se vend comme des petits pains. Et surtout une chose, il y a 2 événements qui se passent autour. Il faut savoir que là, je vais parler aux rageux et ça va m'amuser. C'est que la plupart des rageux râlent sur Miura en disant oh non, mais tu comprends, il est lent. Non, mais 3 ans, 4 ans pour sortir 2 tomes. Non, mais c'est n'importe quoi. De toute façon, cet auteur, il est lent, c'est incroyable. Et t'as envie de leur dire mais va te mettre sur le bitume la tête la première devant un bus. Et écoute la suite. Le problème, c'est que l'auteur a fait quand même l'animé, le jeu vidéo, le one-shot sur un personnage qu'il est en train de travailler. Il a travaillé sur Gigantomachia, le 37 et le 38 en même temps. Le mec, il a fait 7 putains de projets en même temps. Comment tu veux dire que ce mec est un feignant ? Là, maintenant, il a fini l'animé. Maintenant, c'est le studio qui va travailler dessus. Il a fait le character design, il a fait tout le travail qu'il y a autour. Le jeu vidéo est sorti. Il est bon, c'est fait. Il a d'autres choses. Là, il est en train de reprendre le 39. Il a juste fait une petite pause après tout ça pour justement dire « Oh, j'ai fait tout ça, je me repose un peu. » Et là, il a retravaillé. Il sort le 39, il est déjà sur le 40. On va avoir un manga tous les 6-8 mois qui va sortir. Pour la plupart des gens, pour les néophytes, ou même pour les connaisseurs, et je vous le dis quand même parce qu'il y a plein de gens qui l'ignorent, un manga, ça sort en moyenne tous les 6-8 mois. Donc c'est pour ça que sur le coup, ça va arriver vite. Et donc là, de nouveau, Berserk 39 ce mois-ci, et ça va arriver régulièrement. Donc là, on est impatient d'avoir ça. Fallait commencer par de la franco-belge, vous seriez habitués. Oui, c'est ça, exactement. Je vous résume Berserk pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Guts, le guerrier noir qui porte la marque du sacrifice, est à la recherche des 5 God Hands. Il est accompagné de Puck, le personnage préféré de Nico. Cette petite elfe, moi je pensais que c'était une fée, donc ils appellent ça un elfe, pourquoi pas.
Et c'est à travers ses yeux, donc les yeux de Puck, qu'on va découvrir notre héros. Et on se situe donc entre l'admiration et la crainte, bien évidemment. On se retrouve effectivement dans une ambiance dark fantasy très moyenâgeuse, avec de l'inquisition, des hérétiques, des grosses armures, des épées massues, tout ce que tu veux. Tout ce que, comme je dis, j'avais pu aimer dans Dark Souls. Et moi, alors, bon, comme vous pouvez l'entendre, j'aime énormément, mais moi, je retiendrai une scène dans le premier tome qui a définitivement fini de m'acheter, de me faire rentrer dans l'univers. C'est la scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça remonte à loin maintenant, on a 39 tomes, c'est la scène de l'incube. Cette espèce de démon qui envahit vos rêves et qui vous met des cauchemars dans la tête et en fait se nourrit de la peur que ça va engendrer. Moi, je trouve que le découpage de cette séquence-là, une espèce de labyrinthe comme ça, je la trouve extrêmement réussie. Et encore une fois, ça me rappelle le début de Dark Souls. Voilà, donc moi, j'étais complètement conquis. Voilà, je vais pas m'appesantir là-dessus. Sûrement les auditeurs connaissent encore mieux que moi parce que voilà, c'est un manga qui est depuis 90. Au cas où, pour des plus jeunes qui auraient pu ne pas être un peu passé à côté parce que ça date quand même maintenant les débuts. Oui, voilà, si vous voulez quelque chose de violent, voilà. Il y en a qui diront trash. Moi je trouve pas que ce soit très trash, mais c'est violent, c'est décomplexé, c'est débridé, c'est noir, c'est. Ah oui, c'est noir. Si vous venez de l'univers métal, ce qui est un peu mon cas, là vous êtes dedans bien peinard. Si vous aimez l'heroic fantasy, la dark fantasy, tout ça, c'est pareil, vous aimez bien. Et puis si juste vous aimez bien l'aventure. Voilà. Et si vous êtes un peu romantique. Parce que moi, dans le tournoi, il n'y a pas encore, mais non, ça va venir. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup, c'est cette espèce de triangle. Fameux triangle amoureux. Ambigu, c'est pas le bon mot, mais voilà, pas si bien défini que ça sur la fascination, l'amitié, l'amour, l'attraction entre les gens, tout ça. Enfin, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment formidables, au moins sur les 12-13 premiers tomes. Qui moi me plaisent beaucoup quand arrivera un autre personnage qui normalement n'est pas arrivé au tome 1 mais arrive dès le tome 2. Oh, cool, c'est très bien. Je viens de le trouver, je viens de l'avoir, le tome 2. Voilà. Et puis je cède la parole donc à notre dernier intervenant, Nico, qui va nous parler pareil d'un manga tout neuf qui s'appelle L'Attaque des Titans de Isayama Hajime. Pourquoi il va vous en parler? Il va vous le dire maintenant parce que c'est pas une sortie, il y a quand même 23 tomes. Entre guillemets, tout le monde connaît. Mais alors moi j'admets que je les avais lus, j'avais bien aimé, je le dis, je continue à le dire, je préfère la version livre à la version animée. Merci Nico de le dire, ça fait très plaisir de t'entendre dire ça parce que tout le monde critique le dessin de l'auteur dans le manga et c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà, l'animé est magnifique. La critique, pas le dessin. L'animation, la musique, le découpage, tout ça, c'est génial, je suis d'accord. Mais l'animé est dédulcoré. C'est assez mou à côté de ce qu'on peut avoir dans le livre. Donc c'est pour ça que je préfère le livre. Mais revenons pourquoi je préfère parler, je voudrais en parler aujourd'hui. Bien sûr, je ne ferai pas de spoil, mais je me suis toujours demandé quels étaient effectivement tous ces secrets, ces petites choses qu'on avait dans l'Attaque des Titans. Est-ce qu'au moment où on arriverait, est-ce que ça amènerait le summum? Est-ce qu'on arriverait sur ce côté? On va se dire, waouh, ça va être génial, ça va être ce truc, ça va être grandiose, ça va être trop fort, l'idée va être... Alors, j'admets que j'ai eu du mal à les terminer pour la simple raison que malheureusement, je vendais beaucoup les bouquins et je me retrouvais avec plus rien à lire. Et à chaque fois que je voulais prendre un bouquin, c'était ceux qui étaient toujours fermés sous blister. Alors, ça m'a kikiné de l'ouvrir, sauf qu'il y avait un petit truc à lire avec, allez, je disais ça aux gens. Et un jour, j'ai eu enfin l'opportunité d'avoir les tomes en version normale et j'ai commencé à les reprendre. Et là, donc, quand on a les révélations, je sais pas comment les gens réagissent par rapport à ça. Mais je dois admettre que le côté brut d'expliquer ça, le côté où on a une ellipse tellement forte, je ne sais pas comment ça va amener, mais moi personnellement, j'étais un peu... j'avais un tel bon souvenir dans le truc d'Attaque des Titans. Je me suis allé, je voudrais voir les combats. Je m'étais arrêté au truc bestial. Je me suis allé, je veux voir ça. Et sur le coup, je dois admettre que je suis un peu dubitatif et que là, depuis 2 tomes, je suis complètement perdu par l'auteur. Donc, je sais pas. J'aimerais. L'ellipse arrive quand? L'ellipse arrive, alors je sais plus si c'est le tome 22 ou 21. Mais je crois que c'est le 22. Et là, on a une ellipse. On a une ellipse de quelques années. Ouais, je sais, c'est un semi-spoil. Mais déjà, rien que ça, je me suis dit, oh, je veux voir.
Parce que là, si on me fait une ellipse pareille, ils ont intérêt à donner des informations. Parce que quand on a le tout début, quand on voit l'ellipse d'après l'entraînement et compagnie, on a quelques petites images sur l'entraînement, on se dit, allez, il y a quelques temps, avant que ça devienne ce qu'on est là. Ouais, je veux bien. Mais là, sur le coup, avec ce qu'on nous annonce, les révélations et compagnie, on se dit, j'ai un bug. Je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, il y a comme une certaine maîtrise qui me donne envie d'avoir la suite. Donc, pour l'instant, je suis revenu un petit peu dessus. Et la Titan, je pense que c'était mon petit truc qui me donne envie de lire en ce moment. Ouais. Et nous passons à nos chroniques du mois. Chronique du mois ou débat du mois, en fait. On devrait renommer ça pour 2018, en fait. Parce qu'au final, on chronique pas véritablement. On débat. C'était l'idée de la création de ce podcast. C'est de pouvoir... Voilà, c'est ça. C'est qu'on discute. On lise tous les mêmes mangas, les 5 mêmes mangas. On fait les français, on ronchonne. Voilà, mais comment on argumente un petit peu sur... Parce qu'on a... Voilà, le principe, c'est qu'on ait lu tous les mangas et qu'on puisse en parler tous. Et donc construire quelque chose éventuellement. Donc c'est plus... On va appeler ça les débats du mois. C'est bien ? Les débats du mois. Moi, je suis pour. Je préfère les bas au collant, donc ça va. Et on commence sur cette magnifique blague de boutade de notre ami Kino. On commence par Rafnas. J'ai honte. De Yumiko Shirai. 2 tomes, comme je vous l'ai dit, chez Komiku. Seinen. Suite à la colonisation de Rafnas, une planète sans gravité, les hommes ont évolué et peuvent désormais voler. Cui-cui. Hein, pas voler dans les poches des autres. Hein. Pas tout à fait, hein, quand même. Mais attends, ouais. toi, Lima est une vigie chargée de surveiller les courants rocheux. Lorsqu'elle rencontre Ragi ou Raji, un humain original dépourvu, lui, d'antigravité, les lois physiques de Rafnas font tout pour les séparer. Leur romance se concrétisera-t-elle malgré le cataclysme qui se profile à l'horizon ? Franchement, si on n'a pas lu, je sais même pas si on peut comprendre ce que tu viens de dire, en fait. Non, mais non pas que t'aies mal formulé, hein, mais parce que c'est le manga qui est un foutoir, pas possible. Parce qu'en fait, ils volent pas, ils peuvent nager que dans des courants rocheux. Mais alors quand t'as pas lu, faut se faire une idée de ce qu'est un courant rocheux. C'est Chayas qu'il faut comme un lit de rivière, une rivière, quoi, voilà. Après, comme tu le dis, il y a énormément de concepts qui nous sont exposés dans malheureusement 2 tomes. Donc tu sens que le mec, la nana a peu de temps pour développer son univers. Du coup, c'est vrai que ça balance énormément d'informations et de concepts à engranger. Et toi, c'est vrai que quand tu lis ça sur 2 tomes, ça peut paraître un peu indigeste. Nico, tu veux commencer peut-être dessus, vu que toi, t'es la personne qui a apprécié ici. Vas-y. Alors, évidemment, je suis le seul à avoir apprécié, vu ce que tu viens de dire. Alors, l'auteur a vraiment réussi quand son univers, dans l'explication, comme tu disais, tu as beaucoup de choses à ingurgiter en 2 tomes, mais au final, elle le fait tellement naturellement, les mots ils sont utilisés naturellement par rapport aux situations, qu'en fait, tu les assimiles facilement. Et comme tu le dis au Kino, avec un résumé comme ça, on ne peut pas comprendre. Eh ben, quand on le lit, ça vient tout seul, parce que forcément, on comprend ce que c'est une vigie, on voit que c'est un poste de surveillant, on voit qu'elle doit surveiller le courant rocheux, on le voit tout de suite où elle essaie de nager dedans, on voit tous ces petits trucs, et donc forcément, ça vient tout seul. Moi, ce que j'ai adoré dedans, mais vraiment adoré, c'est que c'est un pur manga qui a tous les codes des mangas des années 90. Je sais, j'adore les années 90, mais quand tu lis ça, tu retrouves tous les esprits qu'on a d'un Otomo, d'un Spriggan, d'un comment ça s'appelle, d'un Ronjin Z, de tous ces trucs-là. On retrouve toutes ces codifications. Moi, tu me le mettrais en animé, j'aurais l'impression d'avoir aussi un Dominion Tank Police ou des trucs comme ça. C'est drôle, c'est frais, c'est bien amené, c'est beau graphiquement, c'est assez poétique dans sa construction. Donc oui, le manga est un très bon manga. On aime ou on n'aime pas. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est cette construction. Comme je le dis, ça a tout ce que les années 90 peuvent nous donner dans sa construction. Tu lis ça, c'est comme si tu aurais pris Akira à côté, Nausicaa et tout ça. Tu lis, je suis désolé, si c'est plus beau graphiquement, par exemple, qu'un Taniguchi qu'il a fait quand il a fait truc sur le Ice, quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, qui était très bien. J'ai adoré. Chronicle. Graphiquement, c'est très. Le nom à rallonge. Voilà, c'est bah vachement. Alors, j'adore. Graphiquement, c'est plus beau parce que c'est dans le côté la finition du dessin, mais là, c'est justement, on a un dessin qui est assez. On a l'impression que c'est une peinture par moment, et c'est ça que j'aime bien. Les traits de peinture, les traits de dessin sont vachement bien. On a la Stan qui a un fou rire d'un coup. Ah ben, vous allez me descendre, vous n'êtes pas d'accord. Je suis désolé, les enfants. Mais voilà. Après,
toutes les personnes qui l'ont lu jusqu'à présent et qui ont aimé pour les mêmes raisons que moi. Et Ouais. c'est ça que j'aime faire transmettre sur ce manga. C'est que c'est un manga qui a tous les codes de ce qu'on avait dans les années 90. C'est un manga qui a tous les codes qu'on avait dans les films des années 90, comme je disais encore, les ailes grises, tout ce qui est justement, encore une fois, certains automos comme Memories et compagnie. C'est exactement, ça se glisserait dans ces styles-là. Et c'est pour ça que j'aime. On a vraiment cette construction de cette aventure entre ces deux personnages qui sont complètement dans un monde totalement différent, vu que elle, Vigie, elle est de ces générations d'êtres humains qui ont réussi à survivre à ce monde d'antigravité, qui ont fait qu'après avoir assimilé dans leur corps, leur permettent aujourd'hui de voler et de respirer l'air de cette planète. Les humains dits normaux vivent dans une bulle, dans une sphère, et ils ne peuvent pas en sortir sauf avec des masques qui leur permettent de pouvoir vivre. Et même en mangeant, en prenant certains médicaments, ils sont obligés de faire attention à la composition, sinon ils peuvent en mourir en mangeant des produits qui viennent de cette planète. Et de ces deux mondes séparés, comment justement lui qui est amoureux de cette jeune fille, elle qui ne peut pas l'approcher parce qu'elle a ce qu'on appelle les champs de force qui les entourent, qui empêchent les gens de les approcher. Et quand tu rentres dans son champ de force, c'est comme si c'était une violation de la personne en soi, parce que c'est comme si tu rentrais dans son soi. Ce champ de force, c'est comme un morceau d'elle-même. Donc si tu rentres sans la permission d'une personne dans son champ de force, c'est comme si tu faisais une intrusion, une violation de cette personne dans son environnement. Et c'est fort, on voit toutes les constructions, on voit pourquoi elle en est là, qu'est-ce qui s'est arrivé pour qu'elle ait ses pouvoirs, cette évolution et autres. Et moi, j'ai été touché, j'ai vraiment beaucoup aimé. Rien que quand tu vois l'histoire de cette jeune fille, son pouvoir, d'où elle le tient, comment elle a pu devenir aussi puissante, que même les gens de la même espèce qu'elle, entre guillemets, ne peuvent pas l'approcher, parce qu'elle est trop puissante, elle dérègle les gens, elle donne la nausée aux gens. Tu dis, mais voilà, elle va devoir vivre seule, et lui, cet humain qui ne peut pas vivre dans ce monde, veut vivre avec elle. Et c'est toute cette approche. Et vraiment, c'est une belle histoire. C'est touchant, c'est prenant. Donc oui, malgré les détracteurs qui vont être autour de moi, qui vont le descendre, eh ben, je vous le dis, si, c'est un très bon manga. En 2 tomes, la seule chose, c'est Comic Cool, malheureusement, il travaille beaucoup avec un magazine qui fait des séries très courtes. C'est généralement des séries de lancement qui permettent de faire lancer les auteurs. Et là, on le voit, on sent tout de suite que malheureusement, il a dû aller relativement vite. Il n'a pas pu développer tous les trucs qu'il a à faire, mais ça s'annonce être un bon auteur, qui va faire de très bonnes séries. Et j'aurais aimé effectivement que cette série soit plus longue. Pour moi, ce genre d'histoire, c'est pour toutes les personnes qui sont nostalgiques des années 90. Moi, j'en fais particulièrement pas présent. Je regrette souvent de ne pas avoir de manga comme ça qui nous redonne certains codes. En ce moment, ça revient. C'est pour ça que je reprends encore. Je sais que de temps en temps, vous avez critiqué, que ce soit Ajin ou autre, ou que vous avez critiqué encore le Silver et compagnie. Mais encore une fois, c'est des séries, des mangas qui ont cette construction et qui donnent aux gens de cette époque, qui donnent aux nostalgiques ce petit plus qu'on aimerait revoir et qu'on aime avoir. Donc c'est pour ça que oui j'aime. Oui, c'est des mangas, et c'est la force de mangas du style Akira qui surtout avait un monde très construit. Oui. Voilà. Aujourd'hui, des fois, on se limite à un lycée, un collège, et puis on s'occupe des persos et on n'a plus trop du monde réellement. Non, évidemment, moi je suis carrément à l'opposé de toi. C'est visuellement dégueulasse. Les espèces on dirait qu'il y a des zooms dans certains dessins. On se retrouve avec des gros pixels dégueux. Ça, je pense que je sais même pas qu'est-ce qui a pu passer par la tête des gens qui ont eu cette idée. En plus du dessin normal que moi je trouve absolument pas beau. Il y a des bonnes idées de ci de là, ça je conteste pas effectivement que la personne, la vigie se retrouve isolée parce qu'elle ne peut pas s'approcher des gens parce que son champ de force est trop fort et qu'elle met les autres en danger. Ça c'est une bonne idée parce que construire des relations avec elle ça va pas être évident. Mais après c'est foutraque, moi je trouve que tout est mal amené d'ailleurs. Enfin, on nous explique des choses au début du tome, au milieu du tome, à la fin du tome, on nous remet un récapitulatif encore à la fin. Oui, mais en même temps, regarde la taille du bouquin. La taille du bouquin, si tu le prends les deux, ça te fait à peu près la taille d'un Akira. Ouais, ça je suis d'accord.
Mais Tu peux pas mais- tout amener. Quand en tu fait, prends un one shot, c'est le si même c'est pas principe. faisable, faut pas le faire. Non, Voilà. je suis pas du tout. Non, je suis pas d'accord Bah avec non, toi. mais là, Parce que c'est le sacrifie son même. truc. Non, la- le sacrifie pas, parce la qu'encore une fois, personne. il faut bien prendre en compte que c'est un manga qui a été fait pour être une série courte, pour du lancement de série. Et c'est une Ah, ça bonne marche série de pas. lancement. C'est une Ouais, pour bonne moi, ça série de marche lancement. Quand je t'entendais parler, je me dis qu'effectivement, par contre, pour faire un animé, sûrement que ça aurait été très très bien. Je pense cette idée, parce que je pense qu'au final, il y a des trucs visuels, là, parce que vu que c'est très très mal dessiné, quand même, c'est très Ah, mal. non. En fait, je vois ce que tu veux dire par le côté peinture et tout, parce que c'est ce genre de trait un peu fébrile, presque pas fini qu'on aime bien chez les enfants de la baleine. Je conseillerais d'ailleurs vivement plus les enfants de la baleine que ça. Sauf que là, c'est pas de cet ordre-là. C'est pas. Pour moi, c'est pas un style. C'est juste que c'est pas beau, c'est raté. Donc imaginez. c'est ce que les gens disaient pour Attaque des Titans. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais moi, ça me dérange pas là dans l'Attaque des Titans. Sauf que là, quand t'as un personnage qui est d'un trait un peu tremblotant, mal fini, mal chiadé, qui est censé voler au milieu de caillasses, qui sont pas plus mieux dessinés que ça aussi, ça devient vraiment mais très très compliqué à regarder et à suivre. Il y a trop de concepts. Encore une fois, bon, ça me dérange pas qu'on veuille mettre autant d'intentions, autant de choses et qu'on soit généreux, mais il faut arriver à les amener. Alors, il y a sûrement d'autres manières. Celle-là, pour moi, elle marche pas du tout. C'est extrêmement chiant à lire. On avance avec un frein à main parce qu'on se tape des trucs qu'on comprend pas, parce qu'il faut développer, parce que c'est mal amené. Ça casse la fluidité du récit. Et au final, franchement, mais c'est surtout qu'au final, il n'y a non, rien. je suis pas d'accord avec toi. Justement, c'est la même construction que ce qu'on peut avoir dans un animé ou d'un film. On a des moments justement de contemplation, c'est vraiment des moments contemplatifs, et c'est pour ça qu'on t'explique pas. Et d'un coup, au bout d'un moment, tu dis mais je comprends pas ça. Et au bout d'un moment, on en discute, ça en vient dans la conversation, dans une situation. Il ne donne pas une explication simple, nette, précise. C'est juste que, si quand il est obligé de dire au médecin, si il me faut le médicament pour telle Oui. raison, et il fait ah oui c'est vrai parce que ils ont pas forcément l'habitude. Et c'est ça. Et le problème, c'est que si tu le prends dans ce style-là, moi je le prends comme c'est à voir comme un film. Tout à l'heure, si on avait commencé par exemple pour Berserk, par franco-belge, ça passerait. Et ben là, c'est à peu près la même chose. La différence entre le manga et la franco-belge, c'est que le franco-belge est plus construit comme un film et le manga comme une série. Sauf que certaines œuvres sont des one-shots, des séries très courtes et qu'on peut adapter limite en film. Là, tu viens de très bien le dire, en dessin animé, ça aurait été pas fait. Mais c'est quelque chose qui est fait pour être lu comme si tu regardais un film. C'est un truc que tu regardes, qui te passe, ça va te durer 2 heures, 2 heures et demie. Quand tu regardes un film, quand on donne des explications, après derrière tu vas dire ah non, on m'a donné trop d'explications, compagnie. Non, parce qu'on Non, mais te c'est pas ça donne le problème. Moi, c'est quand on me les répète. Parce qu'on sait qu'on est on te paumé laisse- dans non, l'univers. on te le répète pas 36 fois. Ah bah si, là, Oh, je suis dans pas Rafnaz, d'accord. à la fin du tome 1, il y a 2 récup. Non mais il y a la salle là où ils sont en cours ou un truc comme ça, si je me souviens bien, où on répète tout là encore une fois, alors que c'est des trucs qu'on s'est déjà tapé, que c'était déjà chiant à lire. Enfin moi parce que ça m'a pas touché, ça m'a pas interpellé du tout, parce que je trouve que c'est très mal fait. Alors, me les recogner à la fin encore comme ça, et il y a pas en plus des bonus si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a un moment. Ah, ça je me rappelle pas. Je me souviens plus, il n'y a pas des bonus. Enfin bon, bref, passons les bonus parce que les bonus c'est pas l'histoire, mais trop quoi. Il y a un moment donné, l'auteur lui-même sent que ça pose problème quoi. Ouais. C'est pas clair. Ah. Et le dessin ne t'aide pas. Et il sert pas vraiment de son dessin pour expliquer les choses des fois quand même. Parce qu'il peut pas s'appuyer dessus. Ah si, non, mais je suis désolé. Mais il y a des belles, Même idées. non, hein. il s'appuie justement dessus pour montrer, pour te faire encore une énième explication quand tu vois les champs de force, même la reproduction quand il t'explique comment ça marche. Ben, je suis désolé, le dessin appuie, t'as même pas besoin d'avoir 36 explications, t'as tous les dessins. Et le dessin est. Non, vraiment sur le coup, Moi, je trouve que c'est sceptique dommage que là-dessus. tu dises ça parce que le dessin, la plupart des gens vont penser que le dessin est très moche. Je suis désolé, mais pas du tout. Ah, moi, je trouve, Quand là. tu vois, quand ils font la fameuse tour avec les fleurs, quand tu as toutes ces pétales, je suis désolé, c'est magnifique. Quand tu vois tous ces rochers, comme elles tournent autour, comme elles tourbillonnent, la manière que ça fait, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est la limite, c'est de la danse que tu as dedans. Le déplacement, c'est limite de la danse et c'est magnifique. Mais je vois surtout ce à quoi ça essaye de se raccrocher. On a des enfants de la baleine ou Nausicaa, ce genre de choses. Et pour moi, ça n'y arrive clairement pas. Parce qu'en fin de compte, je vois même pas le but, le propos de l'auteur. Où veut aller cette personne? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter exactement? Tu sais pas si t'es vraiment sur une histoire de romance, s'il y a une fable écologique derrière, t'as l'impression qu'il y a tout, il y a rien surtout. Bah justement, c'est ça, c'est que
on n'est pas forcément obligé de te raconter un principe. Si à ce moment-là, on est à chaque fois obligé de tout justifier par rapport à un principe ou autre, c'est un peu chiant. Il y a quand même quelque chose qui motive Là, son envie de c'est un morceau de vie. Et... C'est un morceau de vie de cette rencontre entre ces deux êtres qui ne sont totalement incompatibles. Pourtant, tu sais Cette que vie je suis chic sensible à la tranche de vie, mais là... Ouais, mais là, sur le coup, je pensais que je suis assez étonné que pour toi, tu ne ressentes pas. Lui ne veut pas vivre dans cette bulle. Il veut découvrir le monde. Il veut vivre dans cet espace où il découvre justement ce monde qui est là, qui n'a pas accès, qui est mortel pour lui, qui veut vivre. C'est, tu vois, où il vit, où il est obligé à chaque fois rentrer, de s'enfermer, de prendre ses liqueurs et ça, et de voir cette histoire de cette jeune fille. Il en est amoureux. Il veut pas la laisser. Il a envie de la découvrir. Il a envie de l'aider elle-même parce qu'elle s'enferme dans cette solitude. Et c'est ces deux mondes-là qui vont s'entrechoquer. Et pour moi, c'est ça le but. C'est cette tolérance et l'acceptation et l'ouverture aux autres. Et c'est ça qui est magnifique. Mais ça, je suis d'accord, mais c'est pas si clair que ça, le dessin du projet pour moi. Mais oui, il y a des bonnes idées, ça je conteste pas parce qu'il y en a tellement, donc il y en a des bonnes dans le tas. Et pour moi, oui, ça pourrait être un bon auteur, mais à condition qu'il arrive à épurer, qu'il arrive à aller un peu plus à l'essentiel de manière un peu plus claire. Voilà. Ouais. Bah écoutez, moi toi. Oui, bah de toute façon vous Bonne avez année, résumé Stan. tout ce que j'ai à dire. Non, après moi j'aurais cité pas mal d'exemples. Bon là, on a déjà pas mal parlé dessus, puisque vous avez en gros, même sans les exemples, ce que vous avez dit, c'est que ça concentre un petit peu ce que j'ai pensé. Moi, la seule chose positive que j'ai pu retenir, donc Nico me l'avait vendu, comme il vous La couve il du vient de tome le 1. vendre. Voilà, la couve du 1, même la couve du 2 que j'ai apprécié énormément. Et puis quand il m'a parlé effectivement de Nausicaa et de l'enfant de la baleine, les enfants de la baleine, bien évidemment, j'étais acquis. Ça, on est d'accord. Quand on lit l'entrée en matière, on va dire, je trouve que c'est le début, juste le premier, c'est vraiment, ça se fait aisément, et en plus ça se fait pendant une scène d'action. C'est-à-dire qu'on a la nouvelle Vigie qu'on découvre qui rentre dans un courant, dans un stream, attention, et on a Raggy, notre personnage masculin, qui l'aperçoit et lui pense à un suite. Donc il va essayer d'aller la sauver tout de suite. Donc on sent c'est un peu cette âme de héros, qu'on peut trouver dans les films de Miyazaki et tout ça. Oui, donc c'est sûr que là on est dans Nausicaa. Voilà. Sauf que là c'est inversé, c'était une nana Nausicaa. Et donc il la rencontre, et après on a l'explication de l'univers, l'explication du danger, qu'est-ce que les courants, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Les influences, tout à fait. Les influences, c'est vrai que Nausicaa, quand on le lit, moi la première fois que j'avais lancé une édition, quand j'ai commencé à lire, je trouve ça, quand on a vu les Miyazaki avant, Mononoke, etc., puis qu'on revient à Nausicaa après, c'est super surchargé, c'est pas très joli de prime abord comme ça, surtout quand on arrive dans le manga, parce que c'était un des premiers que je lisais à l'époque. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Là, par contre, quand on arrive, et là malheureusement je vais rejoindre Kino, mais moi je dirais Sois plutôt... pas malheureux de me rejoindre. mais moi je vais plutôt dire... Non, parce que ça m'énerve de le descendre, parce qu'au départ j'y croyais, franchement j'y croyais. Mais pour moi, tu vois, je vais te dire ce que c'est pour moi, ça, c'est un doujinshi. Pour moi c'est un manga d'amateur. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que j'aurais pu croire effectivement à ce que tu dis sur le dessin, seulement, et c'est bizarre que tu n'en aies pas parlé, toi Kino, qui est pas mal là-dedans, qui aime bien relever les détails des visages. Je veux dire, à un moment donné, quand tu as juste un visage qui est raté et un regard qui est raté, tu te dis, il a été pressé par le temps, c'est pas grave. Mais là c'est un truc de fou. Là, on l'a pas devant nous, c'est dommage, mais chaque regard est foiré. Non mais là c'est magnifique, tu me sors les planches magnifiques là. Chaque regard est foiré. Je veux dire, à un moment donné, le mec ne sait pas dessiner les regards. Alors c'est quand même un comble quand tu fais une histoire d'amour quand même. Je veux dire, donc c'est pour ça que ce que tu as pu dire sur les décors, etc., c'est comme un effet voulu. Pour moi non, c'est pas du tout voulu. Le mec ou la nana, ce sont des... Voilà, pour moi c'est un doujinshi, c'est du manga d'amateur. Très clairement, dans la forme et dans le fond, quoi. Peut-être ça donnera quelque chose de bien plus tard. Je pense que l'idée, il faut la reprendre, encore, même si on a déjà vu ça ailleurs, et la développer, tu vois, en animé ou dans une série plus longue. Mais pour moi, on est vraiment face à du doujinshi, du manga d'amateur. Et puis le gros bémol, parce que je vais enfoncer le clou dans le cercueil, c'est le sens de lecture quand même, les gars. Chaka avec Clavo. Ah oui. Ah non, alors ça, les gars, c'est le pompon. Ça, c'était mon point noir. Pourquoi l'avoir mis dans le sens français ? Pourquoi parce que c'est oui, parce qu'on l'a pas dit, mais voilà. si on l'a dit peut-être, mais c'est le grand format. Non, mais je suis désolé. On commence à vouloir faire un peu genre lecteur franco-belge qu'on voudrait ramener dans l'histoire. les a sortis dans le sens japonais. Même Glénat, qui est le plus mauvais élève dans le domaine, elle sort dans le sens japonais. Pourquoi Komiku sort ça dans le sens français ? Parce que c'est ma plus grande déception. Et parce que les autres, ils n'arrivent pas à le payer, les lecteurs de franco-belge, y compris du grand format, entre autres à cause de ce sens de lecture, qui posera toujours problème aux lecteurs français, donc, un peu hermétiques au Japon. Après, moi, le seul conseil que je peux donner par rapport à Afnas, c'est vraiment lire Les Enfants de la Baleine.
Non, c'est s'ils sont en librairie, hein, qui sont éventuellement intéressés par ce manga, vraiment de lire avant, au moins, parce que ça va vite, hein, de lire au moins un petit peu le premier chapitre, de feuilleter pour voir le dessin. Toi, tu pour vas se te faire une des idée. amis chez les libraires avec ça. Non, pour se faire une idée, pour vraiment regarder un petit peu, pour Ouais. vraiment leur ce qu'on dit, puis eux se feront leur propre idée, voilà, parce que Parce voilà. que surtout, Moi, au j'étais, final, la couve, elle est ah, sympa, elle donne les envie. couves sont belles, hein. Mais finalement, ça Et comme c'est il pas le dit, très- c'est un clin d'œil, c'est un coup de pied même aux gens des années 90, 80, 80, c'est 80, pas franchement 90, on a envie de représentatif lire de ça. l'intérieur. Non, quand même, non, les non, couves. moi c'est ce qui m'a. Ni sur l'ambiance, ni sur l'histoire. Bon, Ouais, alors je répète, c'est chez Komiku, donc Rafnas, ouais, dans la en collection, collection Latitude, donc dans le sens français pour le coup cette fois-ci, hein, on va aller comprendre Charles, et en 2 tomes fini. Voilà, ça vient de se terminer, les 2 tomes sont sortis. Il y a un Charles autour de la table. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai en plus. Oui, mais il Euh, attend, faut se dépêcher. Et où est Charles Et on enchaîne avec Père Fouettard Corporation de Hikaru Nakamura. Tout de suite, ça va relever le niveau. Là, c'est le manga de 2018, le premier de tous les clashs. Jouer les enfants sages pour avoir une image, ça perd son intérêt après le CP, tu ne crois pas? Cette citation, elle m'éclate. tu le dis comme ça en plus, Mais là, oui, mais c'est ça fantastique. Ça aide. Voilà, bon allez. Donc on suit Miharu Ino, qui a 22 ans et qui a été recalé à la fac et ne fait qu'enchaîner les petits boulots depuis 3 ans. Et qui est un homme, hein, malgré les apparences. C'est un homme, oui, c'est un homme, oui. Ouais, C'est pas Non, clair ça des fois va. dans le dessin, je trouve. Oh, ouais. moi, ça va. Comme beaucoup de Japonais de son âge, il rêve d'un CDI. Attention, parce que la société, voilà, il te dit, il faut que tu aies un CDI, mon gars. Ça tombe bien, c'est le soir de Noël et son rêve va devenir réalité. Alors que son collègue sort festoyer avec une petite amie, le petit invendu qu'il s'apprêtait à partager, tous les deux, est retrouvé par son patron, le patron qui arrive comme ça, il se promet, c'est moi, le soir de Noël, et l'accuse de vol. Et quitte à passer pour un voleur, autant l'être au moins une fois. En rentrant chez lui, donc il prend l'invendu malgré tout, en rentrant chez lui, sans motivation, Ino tombe sur un tripier ambulant. Un tripier ambulant, à l'apparence douteuse. Après quelques verres, il se met à se confier au tenancier, dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais c'est quoi ça, voilà, donc du coup j'ai pris c'est un vendu, enfin ouais, hein. Et On sent que c'est passionnant là. Ah ouais, non mais c'est ça, il lui raconte sa vie, il lui raconte ses Le déboires, résumé, il en il a est plein bien le là nez. aussi. Il en a plein le nez. Il en Et a le plein mec, nez. il lui parle de boyaux, de charbon. Il dit mais attends, moi je vous parle de mes problèmes de vie, puis vous me parlez de boyaux, de charbon. Et il lui dit bah c'est pour les vauriens. C'est alors qu'Ino est avalé par un étrange sac, il a un sac avec des dents comme ça, qui baffe, qui lui tombe dessus. Pourquoi je suis Il se réveille, Oui, Ino, il s'appelle Ino. Et il se réveille, le petit Ino se réveille au pôle Nord avec comme cadeau de Noël un CDI chez le Père Fouettard. Ouais, Voilà, Kurokawa merci bien. nous sort ça. Voilà, Par l'auteur par l'auteur de des vacances Des de vacances Jésus, de Jésus et et Bouddha. Bouddha. Voilà, que je n'ai pas lu, mon Nicolas Lude vous en parlera peut-être un petit peu rapidement tout à l'heure. Je peux commencer, ça vous dérange pas? Moi j'ai adoré. Donc on commence par le positif. Ah ouais, vas-y, Voilà. vas-y. Alors, comme je viens de le dire, moi c'est ma première œuvre de cet auteur. J'avais rien lu avant, j'avais feuilleté comme tout le monde un petit peu les vacances de Jésus et Bouddha, mais sans plus, la thématique, même si j'entends beaucoup de bien hein, sur ce manga, ne m'attirait pas plus que ça. Et là, pour le coup, encore une fois, comme vous savez, hein, pour ceux qui nous écoutent, je suis très sensible aux couves. Et, Elle déchire. Ouais, franchement, la couve, encore une fois, je sais plus comment il s'appelle leur infographiste, etc. Mais c'est un tueur. Moi, vraiment, je trouve qu'il a fait un super travail. Nozoki Hana, qui n'est pas du tout mon délire, je trouvais les couves étaient incroyables. Et là, je sais pas si c'est le même mec qui a fait. Je crois pas que c'est le même mec. Mais là, la couve est vraiment très aguicheuse avec effectivement les couleurs de Noël. Hein, noir avec une espèce d'architecture Les dorée. couleurs de Noël noir. Non, un fond noir avec l'architecture dorée, un sapin de Noël. Donc, ce Du qui permet vert, de du faire rouge. ressortir voilà, du rouge, du vert, tout à fait. Et puis, ce fameux Père Fouettard qui n'a pas de visage. Moi, j'aime beaucoup son design. Alors, première chose, voilà. Donc, moi, ce qui m'a parlé tout de suite, c'est la couve. Hein. Je feuillette, on dit tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça pour le podcast? J'en ai entendu parler dans l'émission Gaijin Dash sur le jeu vidéo japonais sur Gamecult, superbe émission, podcast aussi d'ailleurs. Et donc Grégoire Hello qui est l'éditeur en chef directeur éditorial chez Kurokawa a glissé un petit mot en fin d'émission. Il dit voilà, j'ai sorti un manga qui s'appelle Père Fouettard, il y en aura un par an. C'est par l'auteur des vacances de Jésus Bouddha. Je dis, ok, d'accord, je vois ça chez Nico. La couve, bim, ça me plaît vachement. J'ouvre. Alors, le dessin, effectivement, je m'attendais à un trait simple comme celui-là, avec pas beaucoup d'arrière-plan. Donc, on retrouve ça. Mais alors, moi, j'adore le chara design, quoi.
C'est pas ça l'histoire. Ah ouais, non, attends, c'est pas ça l'histoire. Mais non, l'histoire c'est moi qui l'ai lu Ah et oui, qui te l'ai ça- passé. Oui, ça, tu l'as lu aussi, ça. Non, mais ça, c'est une autre ça. Ça, je l'ai vu après, ça. Oui, non. J'ai vu le podcast Je parle avant. de l'histoire du. Et toi, tu me disais quand tu me l'as passé, on peut revenir à toi, effectivement. Non, mais, Hein, non, mais parce et tu que m'as, je le et raconterai. tu m'as dit, Mon je approche sais pas du quoi en manga. penser. Voilà ce que tu m'as dit. Il y a rien. Voilà, tu m'as dit, je sais pas quoi en penser. Il y a rien. C'était ta première lecture, ça. Ma première lecture à moi, moi j'ai aimé dès la première lecture, au contraire, et j'ai vu plein de choses. Que ce soit sur la société japonaise, que ce soit Ouais, c'est sur- vrai, parce que qu'on ce soit- apprend que ce soit on n'a pas le droit de vendre les produits périmés. que ce soit sur l'univers, fais pas ton ironie avec tes petits détails. Que ce soit sur l'univers, que ce soit sur l'histoire et puis toutes les légendes autour du père Fouettard. Que dalle. Moi, ça m'a plu. Il y avait juste ce qu'il fallait. On n'était pas perdu dans des détails. Donc, première chose, je disais, donc c'est pour moi, c'est le Kara design. La première chose qui m'a vraiment capté, des deux personnages principaux au-delà du père Fouettard, avec des yeux très spéciaux où limite on a l'impression qu'ils ont du noir en dessous des yeux pour accentuer une espèce de malaise comme ça, les bouches qui est leur fait, les dents, la dentition. Moi j'adore son travail sur les yeux et sur les dents. Je trouve ça extrêmement dérangeant, et pour le coup avec le design du père Fouettard qui n'a pas de visage, tout est avec une apparence très élancée, contrairement au Père Noël qu'on voit en plus massif. Moi, tout de suite, ça pose vraiment une ambiance extrêmement dérangeante dès les premières pages. Ambiance pour moi qui embrasse les codes du conte horrifique, hein, parce que si vous n'avez pas le conte horrifique, c'est même pas la peine d'aller dedans. Où on a un espèce de pêcheur, hein, une personne qui a commis une erreur, même si aussi minime puisse-t-elle paraître, un pêcheur commun, voilà, qui extrait son quotidien et qui doit faire face à ses actes à travers une suite d'épreuves. Donc ça commence, à mon avis, il y en aura beaucoup plus dans le deuxième tome, et le tout sous l'œil menaçant de cet être ambigu qui est le père Fouettard. Sauf qu'ici, l'auteur, elle propose en toile de fond une critique de la société japonaise et sa conception de la réussite sociale, hein, il n'arrête pas d'appeler sa mère, ses copains, quand il poste des trucs sur Facebook où on le voit avec son nouveau CD, etc. Tout le monde s'en va, ouais, c'est génial, quand t'as réussi ta vie, c'est fantastique, tout, comme si toute la vie est, comment dire, la réussite sociale, la réussite d'une vie tournée autour de l'obtention d'un CDI. Donc t'as ça, t'as donc les réflexions de la mère, j'ai dit, les réactions de Shino à la cantine. La Shino, c'est le personnage féminin qu'elle rencontre qui habite déjà là-bas. Personnage super, d'ailleurs son histoire est racontée après avec son histoire de Bouddha qui est vraiment géniale. On voit sa réaction donc à Shino quand elle apprend que il travaille dans une supérette, limite elle le snob. Et ensuite on a aussi, donc comme j'ai commencé à le dire, l'importance donnée aux personnages secondaires tels que Shino. Alors Shino, voilà, le personnage féminin, je viens juste de vous parler. J'ai pas envie de spoiler, mais son histoire est exceptionnelle. Voilà. Elle a volé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Elle a une punition qui, graphiquement, moi, ça m'a fait vraiment pouffer de rire, ce qui lui arrive à cette pauvre petite. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Le chef lutin, le chef lutin qui met son bonnet, qui se déguise. Et après, tu vois tous les lutins qui passent sur la zone des cadeaux et tu leur donnes la liste, ils mangent la liste et ils font le caca. Et le caca, c'est quoi? C'est le cadeau. Ça peut paraître pipi caca, hein, mais je te disais, moi ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça, vraiment, ça m'a fait rire. Et pour terminer dans les points positifs, pour moi les éléments du fantastique, avec le fameux fourre-tout, c'est le nom du sac qui avale Ino au début du manga. Je trouvais extrêmement bien designé, pareil, très dérangeant. Et, vraiment, on est dans l'horreur, dans le conte macabre, conte horreur, pardon. La ceinture magique du Père Noël, le Père Noël qui ressemble au colonel KFC, voilà, moi ça m'a éclaté. Cette ceinture qui permet de faire dire à la personne ce qu'on a envie qu'elle nous dise, en gros, bon, je ne spoil pas plus que ça. Et on a le simulateur de matin de Noël quand même, qui donne l'indice de déception. Moi, je trouvais ça aussi exceptionnel, voilà. Et on se trouve, voilà, il se projette dans la tête du gamin, et parce que c'est le père Fouettard qui a ce pouvoir-là, il se projette dans la tête du gamin pour voir le matin de Noël comment faire pour qu'il soit le plus déçu possible. Et jusqu'à ce moment-là dans l'histoire, donc un peu plus de la moitié du manga, on ne sait pas quel va être le rôle du personnage principal pour le père Fouettard, pourquoi est-ce qu'il va avoir un CDI, et on se rend compte qu'il a ce super pouvoir-là, c'est de pouvoir savoir comment décevoir un maximum les gamins qui n'ont pas été sages et pour leur donner un cadeau bien pourri. Voilà. Donc voilà, toutes les choses positives pour moi, comme vous pouvez voir, j'ai énormément aimé. Après, les petits points négatifs pour moi, c'est le manque de mise en valeur des décors qui aurait pu être décuplé. C'est vrai que là on arrive quand même au monde au pôle Nord. On a un plan extérieur vite fait pour montrer, une planche extérieure pour montrer vite fait dans quoi on est. Quand on découvre la salle du Père Noël, pareil, il n'y a pas grand chose. Donc c'est vrai que là c'est
un peu trop confiné, même quand on devrait à un moment donné avoir des planches un peu plus détaillées sur le contexte. Et voilà, pour certains, Don Kino, il y trouve un sentiment de lenteur, voire de néant dans cette œuvre, là où vous pouvez, moi j'y ai vu énormément de sens, et j'ai été captivé. Et pour moi, je l'ai lu une deuxième fois, en diagonale, la deuxième fois. Moi, il y a une vraie, ça exerce sur moi une vraie fascination. Pourquoi il faudrait que j'analyse le truc, hein. Je vais aller voir Inès, elle va m'expliquer pourquoi. Vraiment, depuis la couve jusqu'à la fin de la quatrième de couve, il y a une fascination pour moi. Ouais, je me demande bien pourquoi aussi. Voilà. J'y vais. Donc oui, effectivement, je l'ai lu une première fois. Je déteste pas ce que je lis, mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Donc effectivement, je te le passe en te disant regarde, parce que voilà, j'ai peut-être pas envie de le lire en ce moment, je suis peut-être pas dedans et tout. Je sens que c'est pas mauvais, mais je sais pas, pour moi, il n'y a rien. Tu lis, donc on aura compris que tu étais très emballé par le chara-design, l'ambiance, les cacas de lutin. Et je le relis du coup. Une deuxième fois hein, quand même pour le podcast. Je fais mon travail quoi. Et toujours pas quoi. Toujours pas. Toi tu parles le conte horrifique, je vois ça nulle part. Il n'y a pas d'humour comparé aux Vacances de Jésus et Bouddha. De toute façon, lui depuis Ravena qu'il a détesté, il déteste tout là. Et je sais pas ce qui lui arrive. Mais Ah ouais non mais tout à l'heure, c'est le podcast de la détestation. Bienvenue en 2018. Non mais enfin voilà, mais je déteste pas. Pour être très honnête, comme tu l'as dit, il va falloir voir plein de choses dans le tome 2, donc beaucoup d'espoir dans le tome 2. Ça c'est la conclusion de ce tome 1, c'est beaucoup d'espoir dans le tome 2. Je lirai le tome 2 évidemment, parce que je ne déteste pas ce que j'ai lu, je trouve juste que c'est construit avec les pieds. Mais c'est vraiment écrit n'importe comment. Mais on serait dans la collection What the Fuck de chez Akata, que ça passerait à peine. Là, pour moi, c'est pas bon. Le niveau, il y est pas quoi. On sait dans les péripéties, on a un héros, il faut le forcer à faire quelque chose parce qu'il va pas vouloir y aller se lancer dans l'aventure. Donc il faut des arguments 1, 2, 3 et puis il cède parce qu'il y en a un qui est il peut pas dire non. Donc ici, il veut pas signer, il veut pas bosser avec le Père Fouettard, malgré les deux petits bonhommes qui lui disent qu'il bosse pour le Père Noël, on sait pas pourquoi, alors qu'il a déjà rencontré le Père Fouettard, il le sait, donc je sais pas pourquoi, comment ça s'appelle, Chino et puis l'autre lui disent qu'il bosse pour le Père Noël, mais enfin bon, c'est pas son. oui, mais il y a une différence, c'est que là, on est dans le côté où on est à la japonaise. Encore une fois, là, vous le regardez avec un regard européen, mais pour les Japonais, ça, c'est le cas typique de dire non, un Japonais ne comprendra pas à ce moment-là. C'est le héros de shonen. Il faudra, quand on lui explique en disant je suis le Père Fouettard, que tu mettras ça, il comprendra qui est le Père Fouettard. Passons sur ce Il ne détail. le fera pas. Parce que merde, c'est pas là où je voulais en venir. Donc il veut pas signer le CDI. Il veut un CDI, on lui en propose un, il veut pas. Donc il faut trouver normalement, d'un point de vue scénaristique, on doit lui donner des raisons qui font qu'il va accepter. Là, il est puni. C'est une punition qu'il va avoir. Tu vois ce que je veux dire? Non, il n'y a pas de raison à lui donner. C'est t'as fait des bêtises, t'as fait tes bêtises. Oui, mais bien évidemment qu'il veut un CDI. Mais là, on n'est plus dans son intention à lui. Là, il s'est fait choper, il s'est fait bouffer par un sac quand même, le mec. Oui, et maintenant, on lui dit ta punition, c'est d'avoir un CDI. Parce que le mec, il veut pas signer. Bien évidemment, c'est tellement chelou cet univers-là, il veut pas signer. Mais là, ce qu'il va comprendre, c'est que c'est une vraie punition. Et donc, moi, je l'ai jamais compris comme ça. Il tombe pas sur le Père De toute Fouettard. façon, il n'a pas compris Ravena, donc forcément, il comprendra par ça. Il ne tombe pas sur le Père Fouettard parce qu'il s'est fait gauler. D'ailleurs, en plus, il l'a même pas fait la bêtise. Donc, si, il l'a fait. pas tout à fait. C'est plus dû à un autre. Mais bon. Mais oui, mais c'est pas grave. Oui. Mais après, oui. D'accord. Pas grave, parce qu'il Mais se c'est fait pas pour ça accuser qu'il à tombe tort, sur le mais Père reste- Fouettard. C'est pas pour ça qu'il tombe sur le Père Fouettard. Si, Quel rapport avec le Père Fouettard? parce qu'il le regarde, il vole le gâteau et le Père Fouettard lui Non. dit ah, tu as volé, tu vas être embarqué. Oui, non, mais ça, et tu c'est vas des devoir conneries. payer On ton le truc. sait après. Non. Il le veut parce qu'il a un pouvoir, Mais le mec. En fait, il faut non, il y a un Non, mais truc. attendez. Il y a Attends. aucun. Non, Il y a aucun lien. Si tu as oublié un truc. Il n'y a aucun lien entre. Il a fait une erreur tout à l'heure. Un Père Fouettard, ça vient pour les enfants qui n'ont pas été sages. C'est pas pour l'employé, là. Non, si justement ce Donc- que vous dites tous les deux et juste je rappelle une chose. Et Stan tout à l'heure a Non, parce dit que je dis ça parce que ça va me donner la raison jeune après. fille, la jeune fille snob le héros parce que il a travaillé dans une berette. Faux. En fait, elle ne le snob pas, elle est dégoûtée, elle le regarde avec dédain parce que effectivement comment ça s'appelle la boîte là où il travaille, c'est une boîte de recrutement pour ça. C'est pour ça qu'il y a les pires mecs qui vont dedans et lui a été embauché. Normalement, quand tu es quelqu'un de bien, tu pars très vite, mais quand tu es quelqu'un normalement, c'est les pires qui sont dedans et c'est eux qui sont gaulés. C'est un peu comme si cette supérette a tiré tous les pires cas sociaux qui existent
pour les punir. Tous les mauvais garçons vont dans ce dedans. Mais lui, il a tenu 5 ans, ce qui est pas possible. 3 ans. 3 ans, ce qui est pas possible. Personne n'a jamais tenu ça. Sauf si t'es un mauvais garçon. Sauf que lui, c'est pas un mauvais garçon. Il va faire une erreur. Et donc, forcément, comme il a tenu 3 ans dedans, il a acquis un don incroyable. Et donc, il le veut. Et en plus, comme il a fait l'erreur, il se dit, eh ben voilà, t'as fait ton erreur, je t'embarque. Donc et il tu a vas voir fait ton une CD, erreur, il ça tombe sera sur ton lui truc. et il lui explique que les gens qui font une erreur... Attends, pardon. Oui, ça je sais. Ça. Il aimerait l'avoir, mais il ne... Donc il a fait une erreur et il tombe sur un gars qui essaye de le choper C'est ça. et lui il se refuse à ce gars-là alors que le gars lui explique que lui il vient choper les gars qui ont fait des erreurs. Donc on est bien d'accord qu'il sait qu'il a le père Fouettard en face de lui quoi. Non, pas forcément. Non. Parce que jamais... Non, c'est un dialogue entre eux. Hein. Si, il est en train de lui expliquer ce qu'est un père Fouettard. Il lui parle de charbon et de tripaille. Il sait même pas ce... Attends, t'es au Japon quand même. Les mecs, ils savent pas. Le père Fouettard n'existe pas au Japon. Le père Fouettard n'existe pas, le Saint-Nicolas non plus. Non, mais ça, Et je suis le père d'accord, Fouettard n'est que pour le Saint-Nicolas. Sauf que là, c'est le Père Noël. Et on t'explique que le Père Noël, en fait, techniquement, est le Saint-Nicolas. Et donc, c'est le père Fouettard. Le père Fouettard, c'est une culture. mais ça je sais bien. Et il lui européenne. explique ça au personnage dès le début. Oui, mais le gamin, il sait pas qui est le père Fouettard. Il comprend pas, il dit ça. Il sait pas qui est ce mec bizarre devant lui. Bon, admettons. Ils sont japonais, Mais- je te rappelle. Je reprends où ce que je voulais en dire. C'est que normalement, il faut quand même pousser le héros à vouloir agir. Lui, il veut un CDI, on lui en propose un. Alors, il en veut pas. Il va falloir le décider à ce qu'il l'est. Ce qui se passe, concrètement, comment c'est présenté là, c'est que il en veut pas, et puis d'un coup, il fait un selfie avec les mecs, il fait « Ouais, youpi, j'ai un CDI, je suis partant ». Il tombe dans les vapes, il se réveille le lendemain, il se souvient plus qu'il a vraiment dit ça. Ah oui, puis ça lui revient un peu. On va à la cantine pour la 5e fois en 3 pages. Et là, il bouffe des tripes, il en a marre, il se barre. Il est au téléphone, sa mère l'appelle. Pour sauver les apparences, il dit oui, finalement, je l'ai bien pris mon CDI alors qu'il en voulait pas. Et il arrive dans le bureau et il tombe sur une C'est statue. pas lui qui prend le selfie, c'est le père Fouettard qui prend le selfie et qui Non. le met dessus. Si. Punaise, mais si, c'est le père Fouettard qui le prend le selfie. Non, mais c'est lui qui l'envoie sur les. Le premier selfie, c'est le père Fouettard qui le prend. C'est lui qui l'envoie sur les réseaux sociaux en marquant je suis au Groenland, je me suis trouvé un taf. Alors, le premier truc, c'est le père Fouettard qui envoie. Oui, non, mais attends, je finis. Donc, du coup, sa mère l'appelle. Donc là, il dit finalement, j'ai pris le CDI alors qu'il l'a toujours pas pris. Il arrive dans le bureau, il tombe sur une statue du colonel KFC. Et là, la statue l'enchaîne et on l'oblige à signer ce CDI qu'il veut pas. Mais c'est n'importe quoi. Et bien sûr que c'est n'importe quoi. Déjà, Ah, on pour est 2 d'accord, raisons. merci. C'est 2 raisons. La première, c'est que, c'est japonais, c'est sur les cultures et la manière de voir des japonais. On n'a pas la même façon Non, de mais ça, je penser. suis d'accord, mais après, ça, Oui. ça change pas une écriture. Si, Il est si, bien ça écrit, change c'est bien totalement. écrit. Et la Moi, j'ai vu deuxième des chose japonais que qui ça sont pas écrits change, comme ça. Quoi. je suis désolé. Et la deuxième chose, c'est que c'est par l'auteur de Jésus et Bouddha. Oui. Et Jésus et Bouddha, c'est juste Jésus et Bouddha qui descendent du paradis pour aller prendre des Mais vacances ça, je sur sais, mais Terre. ça, j'aime bien. Mais oui, justement, Eh ben, mais c'est le c'était même what bien. the fuck. Non. Si je Ah non, suis mais désolé. les points de départ, ça je suis d'accord, et l'histoire, mais pas la manière dont c'est amené, dont c'est écrit. Non mais là c'est juste pas possible, le mec, j'en veux pas, je me fais un Non, selfie, moi, je la dis que je seule l'ai alors que chose j'en veux pas. qui Il y a me une qui statue m'agace, qui m'immobilise, il m'oblige à le signer. Le colonel KFC. moi je suis comme Stan, j'ai adoré, je suis vraiment fan, j'ai pris. La seule chose qui m'énerve, et là je te rejoins, c'est la réaction japonaise des personnages. Il faut savoir que les Japonais, le problème, c'est qu'ils ont une manière de voir, de faire des choses qui font que malheureusement, ils pensent à quelque chose et sont persuadés que ce qu'ils pensent est ce qui est en train de se passer et ils ne le diront pas. Comme dès le début, là, il aurait posé une question, il aurait dit un truc dès le début par rapport à la jeune fille et tout se serait réglé. Sauf qu'il le fait pas. Et il dit rien et ça met des quiproquos parce que ça ne parle pas, ils ne parlent pas, ils ne disent pas les choses. Et c'est ça la seule problématique, c'est que si il faut toujours voir que le regard japonais, ils ont toujours des réactions japonaises et c'est ça qui est chiant. Et moi ça me Certes, dérange c'est pas japonais, ça. tu me diras c'est le manga. Oui, mais là-dedans, si. Ce qui me dérange c'est que le manga est un foutoir pas possible. Rafna, c'est ça, c'est bon, lui c'est la journée du Ah foutoir et oui, de... oui, là je suis désolé. Non, Bah oui, moi non, je suis mais comme si. Stan, je suis comme... Non, désolé. Non mais d'abord là on vient de vérifier, c'est bien lui qui prend le selfie, hein, c'est pas le père Fouettard. Il y a sa main qui tient le téléphone et c'est lui Comme qui il y en a deux, tapote. il y a celui-ci Ouais, mais et moi je après- parle bien de celui-là. Juste avant d'aller manger, du coup de fil de sa mère, de la statue du colonel. Est-ce que tu as vu justement pourquoi est-ce qu'il le prend selfie? Parce que juste avant, il a vu son pote là avec la nana, Ouais, il ça, s'est ouais, dit, d'accord. Ouais. ben voilà, si tu cherches une raison pour laquelle il fait son selfie, et voilà. Sauf que juste après, C'est il ça. est tombé dans les vapes, il l'a oublié, il en veut plus. Non, il veut pas le reconnaître au début, il a peur. Mais il Non, mais en pas veut lui, pas le de ce truc, là. CDI là. Il prend une photo Bah, pour montrer aux gens que c'est une réaction. Ah, mais il en veut pas de ce CDI. C'est juste pour montrer, moi aussi je suis pas un loser. C'est tout juste ça.
C'est ça. Au Japon, tu sais qu'au Japon, si t'as pas un CDI, t'es personne. Et alors pourquoi il se barre pas? Mais comment tu veux qu'il se barre? Il veut se barrer. Même à un moment, il se dit Non, mais plusieurs il a le choix fois. de pas signer. Hein, il peut Non, se non. barrer. Il y a plusieurs fois, il veut se barrer. Non, Plusieurs c'est- fois, il a essayé. Vous voyez Et quand bien découvre... que si on est en train de parler comme ça, c'est que c'est mal branlé cette histoire. Bah écoute, nous on est deux à avoir tout compris. Bah non, t'as tout D'accord. compris, t'es en train de me dire qu'il a fait le selfie alors que c'est Non, le c'est- selfie d'avant, voilà. c'est après. Donc celui-ci, j'ai pas Ouais, vu celui-ci. Et merci. celui-ci, c'est vraiment pour ça, oui. Mais moi, je te parlais d'avant. Bah non, rien. Ça, moi je trouve, c'est pas parce que c'est Noël et il y a le père Fouettard que ça a une allure de conte, absolument pas. Horrifique encore moins. Ouais, il y a un sac avec des grandes dents et une grande langue qui bavouille, mais c'est pas horrifique. L'humour n'est pas là. Pour moi, ça décolle pas parce que c'est un foutoir, c'est bourré. On enchaîne les idées comme ça. Alors le monde est foisonnant et intéressant et c'est beaucoup mieux foutu que Rafnaz. C'est pas la même chose, mais je veux dire, c'est pas parce que j'ai l'impression de dire la même chose, mais c'est pas la même chose. C'est d'une bien meilleure qualité dans les trouvailles, dans ce que ça dit. Mais c'est juste, tout est amené n'importe comment, quoi. Enfin, j'espère que le tome 2, j'espère que là on est dans les 15 premières minutes du film, un peu bancal, où on nous met le monde, les enjeux, le machin, le truc, vite fait, mal fait, et qu'après on va partir sur une aventure un peu plus carrée, un peu plus intéressante que ça. Parce que là, c'est vraiment, on va du point A au point B, du point B au point C, du point C au point D, point barre, quoi. Les enjeux du mec se perdent à une allure. Cette histoire de CDI qui est important au départ dégage assez rapidement alors qu'il en voulait pas et il y va. Ouais, mais si, quand même. Jusqu'à la moitié du tome, on est encore dedans avec son histoire de CDI. Là. Pour moi, il y a vraiment un manque de cohérence et de rigueur dans l'écriture. Et surtout, ce qui manque de la part de cet auteur, c'est de l'humour. Voilà. Ah bah, nous on en a vu, ça nous a fait rire. Ouais, mais les cacas des lutins, ça fait Non, mais y a sourire, pas que mais ça. c'est pas. Il n'y a pas que ça, les tronches des persos qui à la fois te dérangent mais sont marrants. L'histoire avec je sais pas, avec Shino et l'histoire des Bouddhas, ça m'a fait rire. Non, moi je suis pas d'accord du tout. En Ouais, fait, non, en fait, mais moi- ça, moi- oui, mais cela, ça fait 3 fois que tu sors cet exemple-là. Bah non, tu me cites que le bonnet avec les caca, donc j'ai pas besoin de leur citer parce que tu le fais. Ouais, moi mais ça m'a c'est fait rire. marrant, mais- Moi ça me fait rire. Ouais, Bah, chacun enfin, son humour, ça il fait y en a qui aiment sourire, bien mais- GTO, tu vois, chacun ses goûts. Oui. Et voilà, et après Poupoupi, oui, enfin, non, il y a plein d'éléments là, et on est en train de les refeuilleter. Après ces allusions attends, tout le casque de simulation de 21 de Noël, pour moi c'est super marrant, avec la 2DS rose du mec. Non, franchement, non, moi ça me fait rire. C'est tout. Moi pas. Mais voilà, c'est juste ça. Moi je suis un côté père Fouettard, ça me fait pas. Nous, rire. on a du goût, toi pas. Non, c'est pas ça. On voit pourquoi bon, vous avez du goût. Ouais, bon, après, voilà. Ça, Mais obligé à lire Rafnaz et ça. là pour le coup. Les dernières heures. Là pour le coup, on est bien divisé ce mois-ci. Bon allez les gars, faut qu'on avance là et on va vers Attends, l'ouest. les gars, on a d'autres daubes à chroniquer. On va vers l'ouest. On va vers l'ouest les amis. Excusez-moi. Donc je récapitule pour ceux qui voudraient le prendre. Non, mais ceux qui- attends, Nico, pour il a les pas gens bien de goût. parlé du père Fouettard. Pour moi, les je gens de trouve. goût. Pour les gens de goût, donc Père Fouettard Corporation de Vous êtes fait Hikaru, avoir par l'emballage. de Hikaru Nakamura, c'est chez Kurokawa. C'est un Allez-y, seinen. Cara Design, ambiance Euh, caca de lutin assuré. Il est mauvais quand on n'est pas d'accord avec lui. Hein. Il est mauvais. Hein. J'ai remarqué ça depuis quelques podcasts. Alors là, on va passer à vers l'ouest de Zhang Vous n'avez pas Yanhe. d'argument, vous avez des exemples. Xuanzang, le moine sacré, peut enfin se reposer. Son voyage en Inde est terminé et sa mission qui consistait à reporter en Chine les textes sacrés du bouddhisme est un succès. Mais des décennies plus tard, il découvre que le but des dieux n'était pas d'apporter la paix sur la Chine, mais au contraire de récupérer les rouleaux sacrés pour contrôler le monde. Le moine décide donc de reformer une équipe pour lutter contre les divinités du ciel et de se mettre à nouveau en route vers l'ouest. Voilà. On va recontextualiser rapidement la chose. Hein. Donc c'est un manoir, on est d'accord, chez Urban China. C'est une histoire qui s'inscrit, oui, on peut dire ça, dans l'univers de l'Odyssée du roi singe. Donc qui est inspiré, on vous le rappelle, Dragon Ball, mais ça vous le savez déjà. Et voilà, donc ça s'inscrit dans cet univers-là. Qui veut commencer à en parler? Kino peut-être? Ah, moi je veux bien. Kino, ouais, t'as apprécié. Hein. Vas-y. Ah oui, non, ça, moi j'aime beaucoup pour le coup. Ouais, pour le coup, c'est le podcast où on n'est absolument pas d'accord sur aucun des mangas, je crois. C'est peut-être dernière heure, à la limite, on verra. Non, oui, on est ici. Alors, c'est très inspiré par le cinéma, la littérature chinoise, pour ceux qui ont déjà eu un peu accès à des. Enfin voilà, moi, sans être aussi inventif, on est quand même bien dans des univers comme Histoire de fantômes chinois, The Guerrier de la montagne magique. Je vais dire pourquoi je pense à ça. Parce qu'on est dans un monde où se côtoie tout le monde.
c'est-à-dire les démons, les rois, les humains, les animaux, les dieux. Voilà, tout le monde est là en même temps. C'est vraiment pour moi une des forces de cet univers-là, c'est que tout peut se côtoyer. Alors C'est après, la force des croyances bouddhistes, quoi. Enfin, si on peut parler de force, c'est du moins l'intérêt que tu trouves, toi. oui, dans enfin, je parle pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue fiction. Je trouve que ils le font très très bien les Chinois, parce qu'ils savent mettre de l'autodérision dans chacun des personnages, de l'humour et du recul quand ils se côtoient et qu'ils sont différents. Moi, voilà, ça me plaît toujours. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un regard un peu moqueur sur l'autre qui est un peu différent, sans que ce soit tout de suite une crise. Complètement. De toute façon, il y a toujours un contrepoint qui arrive pour remettre Voilà. la balance. Tout à fait. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est simple. L'histoire, elle est classique. C'est de l'aventure. C'est un parcours initiatique. Alors, sur le tome 1, il se met en marche. Hein. Il démarre pas tout à fait, mais il se met en marche. Ça va être de la vengeance, des poursuites, on retrouve machin, on doit emmener le truc qu'il faut protéger ailleurs, retrouver un tel et tout. Ouais, ok, on a déjà vu ça. Sauf que moi ça me plaît parce que voilà, il y a des palais, il y a des monts, il y a des techniques, il y a des armes, il y a des combats. Tout est plus fantastique, avec des noms pas possibles les unes que les autres. Tout est démesuré, sans limite. Voilà, c'est ça ce que j'aime bien dans ce. Alors je sais pas si un manga. Enfin, je sais que toi, tu trouves que ça ressemble plus à du comics dans l'approche. Ah au oui, final. complètement. Bon, tout ça. L'approche visuelle, hein, je parle. Je veux dire, je me suis pas trop posé la question en lisant ça. Ah ouais, pourtant le découpage, c'est quand même assez tact. Alors, je trouve ça Oui. très très plan-plan, quoi. Non, mais je. Attends, je dis pas que le comic c'est plan-plan, mais pour le coup là. Tu vas te voilà. faire des Tu ennemis, m'étonnes. attention. Non, Non, le mais comics. je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas un truc qui m'interpelle à la lecture. Je m'en fous en fait parce que je suis à fond dans le monde et dans l'histoire. Un fan de Tsoyark qui Ouais, pourtant nous parle de légendes de d'accord, zoo, etc. ouais, où il y a des combats de folie. Là, on est dans un classicisme déroutant sur le fond, sur la forme, Pas quoi. tant que ça, je trouve qu'il y a des choses, des doubles pages assez C'est bien super. construites, assez chargées de ouf. Hein. C'est super propre, quoi. C'est trop propre. Ah ouais, Trop mais lisse. ah oui, non, il Sur tous les côtés. faut le dire, on est dans du blockbuster Toi qui aimes bien la décadence, etc. Je veux dire, alors là, les gars, là, c'est la censure est passée par là, les gars. Oui, on est dans du blockbuster calibré. Ça, on est d'accord. Merci Spielberg. Mais moi, je pense que je pense que les couves annoncent ça. Enfin, voilà, je pense que je pense qu'au bout de 2 pages, il faut essayer de se remettre aussi au niveau de, enfin voilà, en face de la proposition qu'on a. Je pense qu'on nous propose ça et que c'est assez clair le projet d'entrée de jeu pour moi. Je pense que, enfin. Je sais pas si tu l'as dit, mais c'est en couleur. Et puis c'est chatoyant. Oui, c'est en couleur, c'est pas très cher. Ça, c'est les bons points. Ça. Ah oui, oui, 7,90 pour des tomes comme ça, tout en couleur avec du ouais. papier incroyable. Et Urban Channel, ils y vont c'est fort. très chatoyant, ça pète dans tous les sens, c'est splendide. Il n'y a pas une fausse note parce que tout est propre, tout est parfait. J'ai du mal à dire splendide et oui, vraiment à ressentir. Ouais, mais là, la tête Ah oui, la couve. Non, du pas la couve, la tête du perso, là j'ai oublié son oui, nom. Hein, parce que, qui est dans la forêt. Dans la forêt, Ouais. là, qui est un Non. espèce de mec qui fait un peu la grande gueule, mais qui est foireux complet et tout ça. Ouais, non, je Qui suis est d'accord. un peu malin sur les bords et tout ça. Enfin, il y a plein de trouvailles, les persos sont super bien développés. Non, je dirais pas trop vrai. Non, on a déjà... Oh, si, tout ce moi, qu'on voit là-dedans, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu ailleurs, quoi. Ah si, quand même. Ouais, alors d'accord, dans ce sens-là, ouais, mais c'est ces trouvailles-là que j'aime bien. Mais c'est quoi, bien, c'est qu'on avait déjà un peu vu ailleurs, oui, ça je suis d'accord, mais je veux dire, quand tu lis que du manga, si tu te mets à lire ça d'un coup, bah voilà, ça te propose quand même autre chose, moi je trouve. Ça propose autre chose. Ça, on est 100% d'accord. Donc justement, mais tu connais les lecteurs de manga. Les lecteurs de manga n'aiment pas lire autre chose. Oui, mais moi, c'est ce que je leur conseillerais, c'est d'aller dans un rayon et de jeter un petit œil sur 2-3 pages. Et je pense que comme pour Raffnas. ouais. Mais Qui mettent surtout pas les deux l'un à côté de l'autre parce qu'en termes de dessin, ça risque de te faire mal aux yeux. Et je pense que tu feuillettes comme ça et tu te dis j'ai envie d'y aller. Et pour moi, t'es pas déçu quoi. Voilà, le schéma classique, initiatique, ça fonctionne toujours. Pourquoi? Bon, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est on est plein pot. C'est pour ça que je citais ce genre de film. On est plein pot dans la fantaisie chinoise, quoi. Alors, moi j'aime bien. Moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est efficace. Voilà, c'est efficace. C'est un blockbuster, donc c'est efficace. C'est efficace dans son récit, c'est efficace dans son trait. J'aime beaucoup le personnage du bonze. J'aime le prix, comme je l'ai dit, vraiment pas cher. Donc quand je dis, pour l'instant, on n'insiste pas beaucoup sur les prix des mangas, mais celui-là, pour le coup, voilà, rapport qualité-prix, défiant toute concurrence. Merci. Comment est-ce qu'on parle de l'art ici? Ça se fait pas trop. Enfin, on est en France, on n'a pas le droit de parler argent et art. C'est ça se fait pas, ça se mélange pas, c'est sale. Argent. Mais comme voilà, une fois que j'ai dit ça, moi je trouve ça complètement impersonnel.
On a vraiment l'impression, là pour le coup, on sent le studio derrière. Là, Ouais, c'est le il côté y a deux mecs, blockbuster qui sont du truc. cités, mais on sent trop. Voilà, c'est le côté blockbuster à la chinoise, encore une fois, où il y a un studio qui est derrière, et ça se sent énormément. Là où dans Ouais, je sais ce que tu allais dire, mais c'est là le où même dans- principe de base. Chauffe le terrain, Blood and Steel. Blood and Steel, t'as un studio qui est derrière, et pourtant, là Mais pour on le n'est coup, pas là, t'as de la loin. folie. T'as de la On folie. n'est pas loin. Non, visuellement, on est très très loin. Oui, parce qu'ils peuvent pas se permettre de faire autant vu ce qu'ils engagent de travail, de couleurs, de choses Voilà, comme ça. Ils peuvent voilà. pas faire autant que Blood Voilà. and Steel. Mais c'est ça le Mais truc. on est C'est sur qu'à un moment donné, on est sur le même style. À un moment donné, quand tu m'en as parlé, avant que tu lises, hein, quand tu as vu la couve, tu m'as dit, oh là là, à mon avis, on va voir justement Légende de Zoo, on va voir du Tsoyark, ça va, tu vas voir, ça va être bien. Et au final, on se retrouve avec quoi? Pour moi, on se retrouve avec le classicisme d'un Wuxia colorisé par Zhang Yimou. Zhang Yimou, c'est le mec qui a fait Les Secrets des Poignards Volants, même si j'aime bien et tout ça, mais c'est quand même beaucoup plus classique qu'un Stuark. Et je dirais même que c'est découpé par Kubrick. Ce truc-là, c'est super bien cadré, c'est super Ah oui. efficace, c'est au millimètre près. Mais c'est ce que je dis, Mais c'est parfait. ça manque de folie, c'est un Ah oui, découpage un classique petit sans manque un aucune petit peu d'âme. originalité visuelle. Et puis encore, je l'ai dit comme j'ai dit tout à l'heure, on sent quand même vachement le censeur quand même. Pour toi qui aimes bien, voilà, encore une fois, le décadent, le truc là, voilà. Ça me dérange pas, on n'a pas besoin d'avoir plus. Non, parce qu'il faut dire en fait. Ah, moi, je suis pas là pour le décadent, on moi, a je suis pas du tout comme ça, j'aime on pas la a- provoque, j'aime pas ça, mais On à a un un jeune moment héros donné, qui a du tu sens qu'il veut faire quelque chose, ils le font pas. mais qu'on fait démarrer de zéro, qui va devoir s'associer à une espèce de vieux sur le retour, qui veut plus en jouer, qui est blasé, qui est un peu. Qui est avec Oui. dans sa maison de prostituée machin, Soi-disant, ouais. qui lui est une bête évidemment complet, et les deux vont devoir s'associer. Il y en a un qui veut y aller à fond, l'autre qui veut pas y aller. C'est classique, on est d'accord, mais c'est voilà, il y a pas besoin de plus dans les maisons de prostituées, ça suffit largement ce qu'on voit. Ah oui, ce passage-là il va vite, hein, puis il y a une belle bagarre. Ouais, après. mais en fait, Mais ils ont raison de pas s'attarder, surtout parce qu'on a quand même, il faut quand même tenir compte du fait que les lecteurs ont des connaissances, ont des réflexes, et ça suffit. Pour faire un blockbuster, ça suffit. Là où Rafnaz explique 40 000 trucs 50 fois, là, ça trace. Ok, donc bah, vers l'ouest, d'autres choses à dire ou pas? C'est splendide. Oui, c'est Moi, splendide. je trouve que Mais il y a quand même plein, dans les persos, les mecs qui attaquent par le ciel, là, avec leur route pavée d'or, là, qui se dessinent dans le ciel, tout ça, moi j'aime beaucoup. Ça a de l'ampleur, c'est grandiose, ça vise grand dans les en camps. termes de couleurs. Hein? Bon, après là c'est le beau, Ah ouais, le non, mais, beau, qu'est-ce que ouais, le non, beau mais là, moi, c'est pas mon cas, mais je comprends qu'on puisse penser ça parce que c'est très très chatoyant, ça part dans tous les sens, c'est l'arc-en-ciel, hein, le truc. C'est pour ça que je compare encore à Zhang Yimou. Zhang Yimou, à un moment donné, avec ses couleurs, il te perd. Je parle même pas de la Grande Muraille, hein, je parle d'avant le. Oh, comment il s'appelle celui qu'il a fait avant la Grande Muraille, le Hero. réalisateur. Non, il a fait Parce que là, d'autres. les couleurs, Hero avec les feuilles. Non, mais moi je parle justement où à un moment donné, pour moi, il cross il passe la ligne, quoi. Où à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Ça devient vilain. Tu vois, je sais plus comment voilà. s'appelle son film qu'il a fait après. Bon, bref, c'est question de. Après, de ce qu'on tolère ou pas. Moi, et ce que de j'aime bien, background c'est voilà, enfin, les culturel, mecs, ça part d'un. esthétique. Tu vois, ils sont en train de se battre dans les cieux, dans les monts, avec des rois dragons. L'autre, il Oui, part dans un mais marécage. c'est fait de façon et trop tout. Enfin, sage. tu vois, on en a beaucoup, quoi. Ah, mine de rien, Nico veut parler quand même. c'est pas si épais, et il se passe quand même pas mal de trucs dans chaque tome. Hein. Alors, moi, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu parce que mes comparses ne me l'ont pas amené. Ils ont été pas sympas Alors que avec c'est moi. toi qui nous l'as passé. C'est moi qui voulais passer et j'ai même pas lu. Moi, la seule chose que alors là, ça fait depuis que vous parlez, je regarde, je tourne les pages en vous écoutant pour regarder un peu la construction et tout ça, et ça me fait toujours penser à la même chose, la même construction qu'on peut avoir malheureusement avec la plupart des mangas chinois, qui est toujours un peu cette construction de certaines visions, certaines mises en place de personnages. On critique souvent le stéréotype des mangas par rapport à leur caractère design, ou leurs yeux, ou leur carrure, leurs muscles et autres. Et ben dans le manga chinois, dans les styles shonen chinois, parce que je ne sais pas si ça porte un nom ou si ça peut exister, je pense que oui, mais il faudrait regarder. J'admets que je ne sais pas. Et bien là, sur le coup, je me retrouve, quand j'ai tourné les pages, j'avais l'impression d'avoir un Andy Seto. Andy Seto, personne ne le connaît ici. C'est le dessinateur de ceux qui ont fait tout ce qui était Cyber Weapon Z et les King of Fighters. Et ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Ouais, je sais, je vous l'ai dit, je suis un nostalgique des années 90. Et donc, forcément, je retrouve exactement les mêmes structures mises en place avec quelques règles qu'on a ajoutées aujourd'hui avec ce qu'on peut trouver dans les mangas shonen de base. Oui, les Donc, japonais, ils reprennent un peu quand on même retrouve, des oui, choses, tout à fait, hein. voilà. Et c'est pour ça que sur le coup, on retrouve quand même dedans la construction de ce qu'on a sur le côté chinois, avec toujours le même. Alors, c'est pas un défaut, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le même défaut chinois qui est, on met vraiment ce côté un peu lyrique, un peu fantastique dans les mouvements, dans les danses, dans les vêtements, dans les trucs comme ça, dont tu as l'impression qu'ils dansent au vent avec ce truc. C'est vraiment un ballet. Et ça, le problème, c'est que ça, c'est le genre de choses qui ne parlent pas aux lecteurs de manga. Ça parle majoritairement aux lecteurs, soit comme de BD, de films
style chinois, donc hongkongais, ou tous les trucs qu'on a pu voir, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Tigreron, voilà, tout ça, donc tous les poignards volants et autres, donc ça, c'est pour ces personnes-là, oui, ça va plaire, oui, ça va parler. Mais la problématique qui va se poser, c'est que pour un jeune d'aujourd'hui, il va voir graphiquement, ouais, c'est sympa, c'est de la couleur, ça va me faire bizarre. La construction, c'est pas du tout la construction que j'ai l'habitude. Les personnages, même en termes de dessin, de mise en place, et c'est toujours cette construction-là qui peut ne pas plaire forcément au lecteur de manga. C'est pour ça que de temps en temps, on peut avoir le côté pourquoi ça ne plaît pas, pourquoi ça ne démarre pas autant que ça devrait. Et c'est ça la problématique en fait de ce manga. Enfin de ce manga, ce manhwa. C'est un manhwa ou un manhwa ? C'est un manhwa. Attends, c'est manhwa, donc c'est coréen ? Ou c'est chinois ? C'est chinois. Alors c'est manhwa. Mais t'as raison, en fait, hein, pour peu qu'on ait lu ou vu 2-3 trucs chinois, tu fais 2 pages, tu sais que t'es chez eux. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ça, il n'y a pas photo. Voilà. Et aussi beaucoup, comme la culture chinoise, c'est pas une culture qu'on maîtrise, et que les lecteurs de manga, c'est sur la culture japonaise, et la culture asiatique n'est pas la même. Non. Que vous alliez en Thaïlande, au Laos, en Chine, au Vietnam et au Japon, c'est totalement différent. Donc la culture des Chinois par rapport aux grands vêtements, toujours des poses à tenir entre les mains serrées, ou la posture, ou les manières de se tenir. Un maniérisme comme ça, très prononcé. Et surtout, voilà, les hiérarchies, on ne maîtrise pas ces hiérarchies. Les hiérarchies japonaises, on les maîtrise. Les codifications chinoises, on ne les maîtrise pas du tout. C'est pour ça que je le conseille, tu vois. Parce que ça va dépayser un peu les lecteurs habituels. Voilà, mais ça encore une fois, ça marche plus pour un lectorat de BD qu'un lectorat de manga. Même le coréen trouve plus facilement sa place auprès des lecteurs de manga que les mangas chinois. Ouais, et puis le format là va pas aider. Enfin, c'est chez Urban China, ouais. Donc on a un format. Si, je suis désolé. Non. Mais pour les lecteurs de manga habituels. Parce que quand tu regardes les comment ça s'appelle, les Urban China, ils sont plus grands. Ils sont plus grands, plus larges. Et généralement, ils sont noir et blanc. Donc là, ils sont en format un peu bâtard. Donc ils sont un peu dans les trucs un peu plus grands. Oui, il est un peu plus petit celui-là que les Urban China habituels. De Dragon Ball, de Kenshin et compagnie. Ça passe sans problème. Ça passe crème. Et quand, encore une fois, en plus, c'est le côté un peu colorisé. Donc forcément, la Seto, comme je disais, Cyber Weapon Z, King of Fighter et compagnie. Donc forcément, ça passe très bien. Mais pour le lecteur de manga, un truc couleur comme ça, où des fois, tu as les couleurs qui sont un peu trop flash, un peu trop imposées par moment, même s'il y a des autres moments, c'est pastel, et ils font un peu du côté un peu peinture et autres, certes, mais ça, c'est des trucs qui bloquent le peur. C'est pas tant le format. Oui, mais alors franchement, en noir et blanc, on y les gars, je vous aime bien, perdrait. mais On y perdrait. il va falloir qu'on passe à autre chose. Non, parce qu'on n'a pas fini. Non. Ah vache, qui aurait pu penser qu'on dirait autant de choses sur Vers l'Ouest. Moi. Vers l'Ouest, non, mais c'est à conseiller peut-être pour ceux qui veulent un peu découvrir Mais ceux qui ont envie de se lire un truc super efficace et bien grandiose, Blood and rapide, bien rapide, parce que Blood and Steel, il y a plein de tomes et tout, là il y en a 4. Alors... Culture chinoise, beau graphisme, de la couleur, bien maîtrisé. Alors, et pas cher, très 500, ouais, non, mais sans ça vaut le déconner, coup. Hein. C'est à 7,90€. Vraiment, à ce prix-là, c'est vaut mieux prendre ça que Rafnaz. Hein. Je suis pas d'accord, mais, vraiment, je conseille, non, même si je ne l'ai pas lu, hein. même moi qui ne l'ai pas lu, j'ai envie de dire, ouais, si, un truc comme ça, dans ces conditions-là, oui, découvrez. Ok les amis, donc je vous rappelle, ça s'appelle Vers l'Ouest pour la énième fois. C'est parce qu'il doit aller vers l'Ouest, le héros. Yanhei. On l'a dit ici, si on l'a dit. Si on l'a dit, on l'a dit. Enfin, tu l'as dit en fait. J'ai dit. Et là, on va parler de. Non, c'est même pas drôle en fait. C'est pourquoi je le dis comme ça. On va parler de Dernière Heure. Ouais, parce que c'est quand même un titre vache. C'est que voilà, Dernière Heure de You qui nous a quittés au mois de juillet 2017, une jeune auteure. Qui a dessiné avant ça l'adaptation des Enfants Loups de Mamoru Osada en manga. Et donc après, elle a fait cette série-là en 4 tomes finis. Donc je vous résumer l'histoire. Hein. Ça part un peu dans tous les sens, mais bon, on va essayer de. C'est une thématique, je pense, entre tout ce qu'on lit là. Alors, et si les extraterrestres envahissaient le Japon ? Et si la guerre devenait une matière dans un emploi du temps de collège ? Et si tous les élèves, sauf vous, étaient envoyés au front ? Et si la fille de vos rêves y était envoyée sans que vous ne puissiez la remplacer ou même l'accompagner ? C'est ce à quoi Saku, jeune collégien d'une île isolée, et Miyako, son ami d'enfance, apprenti cuisinière à 16 heures, doivent faire face. Voilà. En gros, comment on pourrait résumer, comment j'ai pu résumer Dernière Heure de You.
Alors je dois dire que c'est moi qui ai proposé cette œuvre. Comme je vous l'ai dit, donc c'est de cette mangaka là qui vient de nous quitter, donc voilà, de façon prématurée on va dire. C'est assez difficile hein, à résumer. On sent vraiment tous les défauts et les qualités d'une première œuvre. C'est moi le premier tome. Trop d'envie, tu marche, l'envie. voilà. C'est ça, le premier tome met énormément de mystère. Pourquoi les deux personnages principaux ne se sont pas envoyés la guerre? Qu'est-ce que ces anneaux de... Comment ils appellent les anneaux qui flottent là? Les anneaux de fidélité, les anneaux de... Oui, ce truc extraterrestre, c'est des anneaux. À un moment donné, on voit des anneaux qui flottent en l'air. Ah ouais. Voilà. Pourquoi le nounours parle? Bref, on a Le cube. voilà. Une accumulation de questions. Dès le premier tome, tu dis ah ouais, il y a quand même un certain nombre de mystères. Continuons. Moi, j'avais lu que le premier tome quand il est sorti. Je dis, ouais, ça faisait longtemps que Kata m'avait pas accroché. Alors effectivement, c'est engagé parce qu'on parle d'enfants qui sont envoyés à la guerre, on parle de choses comme ça. Donc voilà, on retrouve le côté Akata où quand on fait une œuvre, faut pas qu'elle soit vaine, faut que ça raconte quelque chose, faut que ça parle de la société actuelle. Enfin bref, il faut que ce soit engagé. Là, on retrouve ça. Mais ce qu'on nous pose dans le premier tome, on n'y répond pas clairement. Je sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, mais les 3 tomes d'après ne répondent pas aux 4 questions, il y en a peut-être d'autres que moi j'ai pu identifier, on n'y répond aucunement quoi. Bien évidemment, donc les thèmes des enfants soldats comme je l'ai dit, bien évidemment on a l'histoire de l'étrange invasion, bien évidemment on a la sympathie quelque part pour cet auteur qui vient de décéder. C'est vrai que quand on lit ça on peut pas s'empêcher, puis quand on va à la dernière couve avec le petit personnage avec le bébé dans les bras, les larmes aux yeux, c'est vrai que moi personnellement ça me touche. Oui, d'accord, ça change pas là. Mais ça change pas les qualités et les défauts intrinsèques. Ça te touche parce que t'es des enfants, moi ça me touche pas. Moi, je vois ça, je vois On se marre. qui pleure avec un bébé, moi je rigole, j'ai envie de lui jeter des pierres. Donc, Ok, je mettrais des chats alors. Ah, bah, là ça me touche. Voilà, donc je sais même pas trop quoi dire de plus que ça. On a des thèmes traités mais de manière trop superficielle. On a une invasion qui reste étrangère, jusqu'au bout sans réponse. Les éléments nous interrogent. C'est les éléments connus qui nous interrogent. Là où je sais par exemple, mais j'aime bien comparer à David Lynch, même si ça n'a rien à voir, c'est juste pour parler de l'étrange. Lynch, ces éléments étranges posent une ambiance. On sait qu'on va pas avoir la réponse chez Lynch. Et on s'en fout. Oui. Exactement, on en a rien à faire. Et c'est même tant mieux. Et c'est pas le cas ici. C'est pas le tout cas à ici. fait. C'est qu'on te les pose en te disant, je vais te donner une réponse. Et puis il y a rien. Et puis si, quand même à la fin. Et voilà, c'est ça. Et en fait, on a la vilaine impression qu'on nous balance quand même des bribes d'histoire, avec, comme je dis, le nounours. Pourquoi est-ce qu'elle aime cuisiner, l'histoire des body snatchers, parce qu'on voit que les extraterrestres peuvent prendre l'apparence des êtres humains, mais ça m'en fait rien en fait au final dans les 4 tomes. Donc moi, qui ai proposé ce manga après avoir lu le premier tome, merci, je vais pas dire que je regrette, parce que voilà, c'est quand même bien qu'on ait traité une œuvre de cette jeune auteur, mais au final, ouais non, il y a pas grand chose. Ouais. Moi je suis assez d'accord parce qu'en fait on sait pas. Je me lance. Hein. T'avais fini. On sait pas trop quel est le projet, parce que ce que t'as oublié de dire en plus, c'est qu'il y a plein de plats cuisinés. Il y a des velléités de ramener une touche culinaire. Il y a de l'anticipation, il y a de la romance, il y a de la tranche de vie, il y a de la guerre. Alors tout ça, ça pourrait être intéressant, sauf qu'il n'y a rien qui est vraiment expliqué, il n'y a rien qui est vraiment développé surtout. Parce qu'en fait, on pose des choses au premier tome, on répond très maladroitement et pas vraiment, et puis, enfin quand même si, mais bon, à la fin. Mais alors entre, c'est pas, il se passe pas rien entre. Mais c'est juste que les liens avec tous ces événements, ouais, on peut quand même, parce que là tu me montres ouais, on peut se demander pourquoi il y a des éléments, pourquoi ramener tant de choses, quoi. C'est-à-dire qu'en fait ce manga il manque de choix et c'est très tiède. Bon alors du coup c'est quand même pas désagréable, parce que quelque chose de tiède c'est pas désagréable non plus. Mais il manque vraiment de il faut faire des choix, quoi. Je redis la même chose que j'ai dit pour Père Fouettard, Rafnaz. Pour moi, c'est un point commun entre tous ces mangas. Et à un moment donné, il faut avoir quand même un projet en tête et faire des choix et avoir une ligne directrice, un minimum. Et je veux bien que les mangas, en général, en plus, ça part sur des séries assez longues. Même 4 tomes, c'est beaucoup de pages, 4 tomes quand même. Ça, à la fin, on est à je sais pas combien. On doit être à 200 pages par tome à peu près. Donc, on doit être à 800 pages. Donc, je veux bien qu'on peut se permettre de lancer plein de choses, d'aborder plein de choses. Mais il faut les traiter, il faut faire des choix quand même. Au moins, une hiérarchisation. Là, ce qui est absolument pas le cas. Il y a quand même des points forts, des choses qui sont très intéressantes, parce qu'en fait nous on est sur, je sais plus si on est sur une île, enfin on est dans un village en tout cas avec des enfants, on voit quasiment que des enfants, un village reculé, très peu d'adultes, on voit que des enfants, et la guerre elle est au loin, et ça c'est une très bonne idée parce que eux ils y vont et ils reviennent. Et alors si ça s'était arrêté là, c'était un vrai choix de nous montrer la guerre à travers les yeux des enfants sans la voir, sauf que évidemment
Bah voilà, le faux pas, c'est qu'à un moment donné, on va y aller et ça n'apporte rien du tout, à part nous péter l'ambiance et nous péter la force du propos. Parce que de revenir, de voir les gamins qui partent, qui sont plus ou moins heureux, mais un peu fébriles parce qu'ils savent qu'ils ont ça qui leur pend au-dessus de la tête, mais de les revenir, de les voir traumatisés, qui expliquent rien, bah ça c'est fort, ça c'est prenant. Sauf que si t'y vas et que tu vois qu'il se passe rien, et qu'en plus on te rajoute une espèce de pseudo-intrigue, comme tu l'as dit, où les mecs ont la même apparence qu'eux, et tu sais pas pourquoi, et puis à la fin t'en sauras quasiment rien, enfin si, un micmac, machin, qui a amené, et franchement la fin, bah moi je m'en serais bien passé quoi. Parce que tout ça, ça m'intéresse pas au final, parce qu'elle a cassé tout son jouet au fur et à mesure, l'auteur, ça m'intéresse pas, ça m'embrouille, j'ai même plus envie de savoir pourquoi, et puis parce qu'en fait on n'en avait pas besoin. C'est tout. Il fallait poser moins de trucs étranges, moins de cubes, la bizarroïde, là que le mec pas de nounours qui parle, toutes ces conneries. Non, on s'en fout. Non, mais il suffisait de faire de la tranche de vie romance entre les mômes qui sont traumas par une guerre au loin, et basta, t'avais tes 4 tomes vachement bien. Et pourquoi faire ça? Alors après, ouais, enfin, on a un équilibre qui est assez raté. Moi, je trouve que le truc culinaire, c'est le pompon, quoi. Parce qu'on a une gosse qui n'ira pas et qui s'occupe de faire des plats pour tout le monde. Alors, c'est très bienveillant, c'est très gentil. Mais alors, à lire, je veux dire, t'as même pas vraiment l'air. Enfin, si, mais bon, enfin. Pourquoi on a ça? Et ça, c'est le pompon du truc qui montre que c'est un fourre-tout, quoi. Comme le sac, fourre-tout. et au final. Bah, on comprend bien pourquoi Akata choisit ce titre-là quand même, parce que voilà, il y a une ligne éditoriale chez eux qui est forte, des gosses, la guerre, même tu vois derrière, en fait ils mettent toujours derrière le style que c'est. Alors là sur le tome, j'ai le tome 4 en main, ils marquent quotidien, science-fiction, poésie. Ouais bon, poésie vite fait hein, quand même, mais bon. Et puis bah, sur le tome 1, si je me souviens bien, il y a même marqué culinaire carrément, quoi, parce que tellement il y a des plats, mais tellement on s'en fout, tellement ça n'a rien à voir. Ouais. Pour moi on peut s'en passer, quoi. Il faut mieux lire le Père Fouettard que ça. Ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, c'est pas de bonne qualité à l'arrivée, quoi. Bah, moi, le problème, c'est que quand le premier tome, il m'a complètement séduit. Bah oui. Le premier tome, il m'a mis une baffe. Il y a quand même quelques trucs qui mettent la puce à l'oreille, quand même. Ouais, bah alors, quand la première fois que tu entends le truc de nounours parler, je me suis dit, c'est quoi ça? Donc les extraterrestres, c'est des formes de nounours, ils peuvent se cacher dedans. C'est en fait c'est des petits êtres. C'est quoi ces tubes? Qu'est-ce qu'ils vont faire à la guerre? Il y en a qui sont revenus et c'est dur. Alors tu te demandes, qu'est-ce qu'on va? Après, on te fait bien comprendre que, ben voilà, on va y aller à un moment ou un autre. Parce que le gamin, il dit, non, je veux y aller, je veux voir. Donc tu te dis que. Mais le 2, t'es là, tu dis, oui, ouais, mais la suite, qu'est-ce qu'il va avoir? J'ai pas lu le 3 et là je viens de regarder le 4 et là, je me dis ouais bah je crois que finalement je vais pas le lire. Non, je le dirai pas. Bah non, tu te seras gardé presque le plus agréable de la lecture de cette série, c'est en t'enlevant la tonne d'explications qui arrivent. Mais moi la problématique tout est que j'ai maladroit à la fin, c'est vraiment très comment très je mal amené. fais moi pour expliquer ça derrière quand quelqu'un va me demander en 4 tomes un petit truc sympa, je le fais comment moi pour montrer. Faut dire ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas réussi, c'est voilà. Pas raté. Et c'est ça qui me gêne parce que cette série avait quelque chose de bon au début et t'as l'impression qu'elle a fait un flop sur comment le faire. Et le problème, c'est que je pense qu'au début, quand ils ont pris cette série, ils ont vu l'auteur, ils ont dit c'est un jeune auteur, une jeune auteur, elle a déjà fait un truc sympa, allez, on va essayer de faire un truc, le début est quand même pas mal. Et je sais pas si la série était déjà terminée quand ils l'ont acheté, parce que si ça a été terminé et qu'ils l'ont pris, je me dis que là, les mecs, vos goûts, je sais pas trop où vous l'étiez, mais je crois bien qu'elle n'était pas sortie, et c'est ce que Stan aussi me disait. Et là, à ce moment, j'ai envie de dire, ils ont dû aussi avoir la surprise sur la fin de se dire, ah oh mince. C'est comme Casterman avec Sansu. Mais voilà. Ouais. Parce que voilà. Le début de Sansu est extraordinaire. Mais tout est extraordinaire, à part juste la fin. Voilà. Mais là, le problème, c'est que là, en fait, quand même un peu dès le départ, on voit des petits indices que ça va être foireux quand même. Ouais, on le sent. Que ça va pêcher. On sent poincer à l'horizon. Et ouais, alors que voilà, si tu veux une petite série en 4 tomes ou qui est un peu déceptif sur la fin, mais en tout cas le parcours est agréable, Sansu. Voilà. Ça n'a rien à voir, le sujet, on est d'accord. Ça parle social, ça parle social, ça parle Japon. J'ai vu quelqu'un qui en parlait, c'est tout. Et qu'on parlait de. Parce qu'on peut se rater, on peut avoir des faiblesses. Enfin, je veux dire, ce qu'on aime, c'est pas parfait. Moi, je revendique le droit au mauvais goût aussi et d'aimer des choses qui sont pas terribles. Et mais regarde, t'aimes bien le manga qui va suivre, par exemple. Mais non, le manga qui va suivre, c'est le seul bien dans tout ce podcast. Je fais des kilos là. Et Nico est d'accord avec moi. Nico, il est d'accord avec tous ceux qui aiment de toute manière. C'est ton dernier mot sur ce podcast. C'est ton dernier mot sur Dernière Heure. Allez, c'est mon dernier mot, quoi. Ok.
Ok. Vous faites pas avoir Nico, par c'est les bon petits bambins là, Nico, c'est bon, les il est déjà petits parti ailleurs, c'est les bon. petits bambins soldats et qui pleurent sur les couvertures blanches. Si, j'aurais aimé que ça soit des petits bambins qui Mais pleurent. oui, on aurait dès le voulu se faire début, avoir, on aurait mais aimé non. que ça soit ça dès le début oui. et que ça soit comme ça jusqu'à la fin. Ah, Voilà. Donc c'était dernière heure. Trop. Dernière heure de You, série en 4 tomes finie chez Akata. On a quand même bien déconné dans nos choix ce mois-ci. Non, j'en Ce qui rajoute c'est un bien parce peu que pour la au blague. moins ça, non mais t'as pas tort, mais ça engendre quand même pas mal de débats. Moi je trouve ça intéressant et au final on a chacun un coup de cœur dans tout ça. Voilà. Ouais, mais on est d'accord qu'on a la caractéristique commune à tous ces mangas. À part, moi je mettrais Vers l'Ouest qui est du coup l'exemple, le contre-exemple parfait qui est très bien construit, mais trop bien parce que trop simple, propre, Oui. tout ce que tu veux. Mais tout le reste c'est foutoir quand même un peu quand même. Ouais, Ça manque de rigueur. super foutoir justement. Ouais. Je trouve pas. Mais bon après on va pas repartir Ça- sur un autre débat. Autrement Ça le podcast manque se de terminera jamais. rigueur tout ça. Ok, bon bah on va parler rigueur là, on va parler parce que là où je trouve qu'il y en a aussi quand même. On va parler de Silverwolf, Bloodborne. Cervolo. je l'ai pas- C'est qui bah ce ouais, Cervolo? C'est pas facile pour moi de parler en anglais. De Tatsukazu Konda et Shimeji Yukiyama. Ouais. Tu veux que je fasse la prononciation anglaise? Parce que je sais que t'es pas très bon dans le domaine. On donc peut je peux t'aider m'en si occuper tu veux. Merci les amis, ça fait plaisir de se sentir soutenu. Sylvie Wolf. Merci. Cela fait 10 ans que les vampires ont été exterminés du monde. Mais aujourd'hui, à San Sarod, petite ville portuaire, ou enfin ville portuaire plutôt, un autre type de monstre fait son apparition. Cette espèce a la particularité de ne se nourrir que des os humains, laissant de côté les chairs, les organes et le sang. Face au nombre croissant de victimes, la police, complètement dépassée, demande de l'aide à Hans, un célèbre chasseur connu sous le nom de Silverwolf. Je continue, oui, c'est terminé. Ah Il bah ouais, coule vas-y, des jours t'en prie. paisibles en compagnie de Coco Will. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Coco Will, une jeune demi-vampire que Hans a recueillie. Tous deux accompagnés d'Anna Bright, une jeune inspecteur de police, mènent l'enquête. Cependant, lorsqu'ils retrouvent l'un des monstres, nommé Grimm, très original, il essuie une cuisante défaite. Il essuie parce que le combat c'est entre Hans et ce Grimm. Il essuie donc Grimm, notre héros, une cuisante défaite. Voilà. Bon, après on part encore sur autre chose, sur la recherche. Qui est-il? Pourquoi a-t-il fait ça, etc. Bon. Moi, je suis en qui kiff va en là-dessus, parler moi. Qui va Bah écoute, ouais, encore une fois, Kino va en parler en premier. Ou Nico, tu vas en parler en premier? Non, et Kino, Eh ben, Nico, je vais parler de lui en fait, parce qu'en fait il m'a présenté un exemplaire. Alors c'est un exemplaire pour libraire. Ce qu'on appelle un SP, un service de presse. Voilà, merci. Pas un sans pote. Et du coup, il me tend le truc et puis bon, la couverture c'est un vieux grisonnant, ça sent le vampire à plein nez, ça me fait pas kiffer de plus que ça. Il me fait ouais, un héros vieux, ouais, la thématique m'emballe pas plus que ça, donc je l'ai pas pris. Hein, on est d'accord, je l'ai pas pris. Mais Mais je sais, après il y a la groupie qui est en moi qui s'est réveillée parce qu'après j'ai vu que la photo de quand il allait sortir et dessus il y avait rien, c'est recommandé par Arakawa, donc l'auteur de Full Metal Alchemist et Arslan. Donc là forcément je reviens voir Nico et je lui fais bah tu vas me le prêter du coup parce que moi je suis un peu bête là-dessus, j'y vais forcément. On en reparlera sur le courant des années, j'avais déjà fait allusion dans mon manga préféré l'année dernière, j'ai été allé pour la même raison. Et alors là par contre je trouve que le bandeau est encore plus justifié. Donc moi j'aime beaucoup, je vais dire pourquoi après, mais il y a des films comme ça des fois qui sont produits par un grand réalisateur avec un plus petit réalisateur et tu sens à travers le film du petit réalisateur la patte du grand réal derrière, même s'il est que producteur, tu ça vois. rappelle Spielberg ça. Et bah voilà par exemple. Et là j'ai l'impression de ça. Elle a rien à voir là-dedans, hein, à part qu'elle recommande le projet, enfin le manga. Elle a rien à voir là-dedans plus que ça. Pourquoi tu me le retournes? Parce qu'elle s'est éclatée derrière. Ah oui bah ça oui. Elle a rien à voir là-dedans. Sur le bandeau. Sauf que moi je retrouve énormément d'éléments de Full Metal Alchemist. Alors c'est pas, il faut pas s'attendre à relire la même chose nécessairement, mais il y a des éléments de construction de monde, notamment parce qu'on en parlait tout à l'heure, des mondes qui étaient mieux construits dans les années 90, et je suis tout à fait d'accord avec cette réflexion-là. On portait un soin. Là, on arrive dans... Alors, je sais pas si je vais réussir à exprimer clairement mon sentiment sur la question, parce que, en fait, ce que je vais dire, ça existe tout le temps, mais c'est pas comme ça. On arrive dans un monde, mais qui existe déjà, qui a un passé, qui vit, qui se déroule. C'est pas un monde qui commence là où on commence. La vie des gens, elle commence pas là où on commence, elle est pas bouleversée. Là où on commence, c'est des gens qui ont déjà un background. Il y a déjà des histoires. C'est pas des trucs enfouis à déterrer nécessairement, mais qu'on va apprendre à découvrir parce que ça va permettre de... c'est leurs compétences, leurs qualités, leur expérience qui vont les faire avancer à travers la nouvelle histoire qui démarre là. Et
du coup, on arrive sur un point commun qui me paraît essentiel, c'est déjà cette ville très européenne. C'était déjà le cas dans Full Metal Alchemist. D'ailleurs, ils ont tourné le film en Italie, c'est pas pour rien. Là, c'est pareil, on est dans une ville Sansarod. voilà, typiquement très européenne. Ah si, non, je sais pas, t'as l'air de... T'as Ah, raison, moi, je t'as croyais que tu raison. doutais, C'était juste mais- le nom, mais non, t'as raison, ça peut être en Espagne. Et ça, pour donner un background, parce que l'Europe est quand même une... alors, je vieux dis pas que continent. ouais, voilà, le vieux continent, je dis pas que l'Asie ne l'est pas, hein, on est bien d'accord, mais je veux dire, comparé par exemple à si on prend un modèle américain qui est beaucoup plus récent, voilà, nous on sait, voilà, que ce soit en termes d'architecture, ce genre de choses, auquel Arakawa était très sensible, ça m'étonne pas qu'elle aime bien ça, enfin moi si quelqu'un a son numéro de téléphone, je suis preneur. On a ce genre de... Donc voilà, après on va monter une équipe, on va avoir une espèce d'approche assez chorale, avec plein de personnages. Je mets ma main à couper qui vont tous se retrouver bien éparpillés assez rapidement. Peut-être je me Si trompe. la série doit durer, effectivement. Moi je pense que c'est construit pour durer. Parce que il y a trop d'éléments on sait que ça marche. C'est ça, c'est la limite de ce manga. Pour moi, ça me fait plaisir et ça me parle et j'aime bien. Mais la limite de ce manga, c'est que ça ressemble pour plein de points à Full Metal Alchemist. Le ton très léger, avec beaucoup d'humour. Mais quand il faut y aller, on y va. Et là, ça devient très pesant, très lourd et c'est très sérieux. Les enjeux sont sérieux. C'est pas des méchants qu'on a, c'est le mal. C'était déjà le cas dans Full Metal Alchemist. T'as une entité qui est le mal. Voilà. Là, je veux dire, on a quand même une bestiole. Moi qui au premier abord me dérange un peu, hein, c'est particulier cette approche de monstre, Moi, de elle m'a machin. Moi, elle m'a dérange ça- aussi parce qu'on va la voir régulièrement dans les œuvres de fiction japonaises, quoi que ce soit dans les jeux vidéo, Oui. dans les mangas, on l'a déjà vu je sais pas combien de fois, les grosses bouches pleines dedans. Voilà, c'est un peu bizarre à regarder dans le premier temps, mais ça marche très bien au final. Pour revenir sur cette histoire de vieux, sur thématique à laquelle j'étais pas sensible, qui finalement, une fois lu, est vraiment exploité, enfin commence à être exploité à fin de tome 1 et sera exploité. C'est vrai que c'est assez intéressant. On serait dans un seinen, on aurait des vieux, ouais, mais on est dans un shonen et on a un vieux au milieu, ça change un peu. On est d'accord que le vieux, il a l'air d'avoir 40 ou 50 ans plutôt que 70 visuellement. Et, il se porte bien quand même. Hein. Moi, je suis déjà vachement plus usé déjà que lui. Mais voilà, on va jouer sur son âge, on va jouer sur sa légende. Et ça, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime les persos qui ont une légende qu'on doit réveiller, quoi. C'est du gros mythe de western. Et d'ailleurs, tout comme Full Metal Alchemist, il y a des emprunts au western. On voit des carrioles avec des chevaux. En fait, c'est toujours un mix comme ça. On ne sait pas bien à quelle époque on est. Est-ce que ça emprunte de futur, dans les armes? Est-ce que ça va emprunter de fantastique dans les monstres? Est-ce que ça va emprunter de réalisme dans l'architecture? Et puis, est-ce que ça va mixer d'époque avec des éléments qui ne sont pas anachroniques? Parce qu'au final, on n'est pas situé précisément. Donc tout ça fait une mayonnaise qui prend très très bien. Pour moi, ça démarre extrêmement bien. C'est de la très très bonne aventure. On a vu mieux écrit, on a vu plus original parce que pour moi, ça a déjà été fait un peu. Mais ça me dérange pas de retrouver ces éléments-là, quoi. Je sais pas si les gens vont être sensibles à ce rapprochement avec Full Metal Alchemist. Pour moi, il me paraît assez évident quand même. On va voir. Après, moi, j'espère quand même qu'il va y avoir un monde un peu développé. On sait, c'est un peu bête dans l'édition, mais ils ont mis une. Avant que ça commence, si je me souviens bien, je vérifie en même temps, mais il me semble bien qu'ils ont mis un dessin de toute la team d'entrée de jeu alors que tu les as pas dès le début. C'est un peu naze. Hein. Ouais, ça c'est un peu naze parce que ça te vend la mèche sur tous les persos qui vont arriver. Quand ils arrivent, tu les as déjà vus puisque le premier dessin que tu as vu, c'est toute la team côte à côte. Bon. Les génériques japonais. Quand tu regardes un générique japonais, tu as toute la révélation de toute la saison qui est à l'intérieur. Donc quand tu regardes vaguement comme ça, tu te fais ça. Je me suis fait la même chose là sur le dernier Toriko. Le Toriko, je l'ai pris, la jaquette. Tu vois 7 bébés, enfin tu vois 9 cases. 7 bébêtes, tu dis mais je les connais. Et t'as une planète et une bébête qui ressemble à une grenouille. Tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Et ben tu les trucs, tu fais voilà quoi. Non mais tu m'as tout vendu. J'ai même pas de surprise. Je m'attendais à ça. Voilà, merci. Ok, c'est bon, on passe à autre chose. Mais c'est là qu'on sait qu'il calibre quand même, à mon avis, pour du lourd, du gros et qui dure. Je pense. Je sais pas où ça en est au Japon. Mais à mon avis, ils misent beaucoup sur cette série. Et il faut quand même dire, petit point parce qu'on l'a pas dit, vampire, mais pas vampire hein, quand même en fait. Hein. Les mecs ils veulent. On l'a dit dans l'intro. Ouais, mais c'est pas un truc de vampire. Quoi. Les mecs ils veulent entretien avec un vampire, ils rentrent chez eux. Il y a rien en fait en termes de vampire. Il y a un chasseur de vampires surtout quoi. Mais voilà, enfin. Moi j'aime beaucoup l'affrontement qui se profile entre le mal, le méchant et le héros qui se rencontrent déjà. Ça c'est toujours bien de poser un bon combat. Que le mec perd un peu et va falloir relever la pente, il va falloir y aller parce que ça nous permet de mesurer l'étendue du mal. Ouais, c'est classique, je conteste pas. Ouais, c'est peut-être classique, mais moi ce que j'aime beaucoup c'est que
le mal fait des choses que tu ne t'attends absolument pas. À un moment, tu te dis, il y aura peut-être ça. Et là, quand tu te le fais, tu dis, non, mais tu vas pas oser faire ça quand même. Et quand tu te le fais, sur le coup, tu te dis, oui, c'est classique finalement, oui, c'est déjà vu, mais tu t'y attends pas sur le coup. Comme l'histoire avec la tombe ou l'histoire avec le commissariat, tu t'y attends pas du tout. Mais quand tu y es, tu te dis, ah ouais, Bah oui. classique. Mais en même temps, tu t'y attends pas. Et c'est ça qui est fort. C'est pour ça que j'aime. On te t'amène des choses, sur le coup, tu t'attends à quelque chose, tu dis, allez, ça se profile, et d'un coup, tu fais, et au fait, regarde mieux là. Oh non. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime. ça ronronne pas tant que ça. Non, ça ronronne pas. Ça ronronne pas, Puis juste pour finir, dès le tome 1, on sait qu'on a plein de choses à découvrir. c'est ça la chose, c'est que... Ça, et c'est pas des éléments d'intrigue. C'est sur le perso principal, on a plein de choses à découvrir sur lui. Moi je pense qu'en Sur fait, la ville, pourquoi sur pourquoi j'ai pas apprécié cette lecture, c'est parce que je pense que tu me l'as survendu. Tu me l'as survendu tout en me disant je parle de Kino, c'est Kino, c'est pas toi qui me l'a survendu. Oui, voilà, oui, non, c'est vraiment ça. Je pense vraiment que tu. Non, je sais ce qui t'a bloqué. Ce qui t'a bloqué, c'est le sticker Arakawa sur le couvent des damnés qui t'a pas emballé plus que ça le premier Non, tome. même pas. Et du coup, je suis en train de récidiver dans ton esprit. Même pas parce qu'en fait les deux lectures ont été assez rapprochées, Oui. donc enfin ça aussi ça aurait pu être le cas justement. Mais non, c'est même pas ça en fait. C'est juste que en fait j'ai fait une pause de quelques jours quand même entre quasiment à la moitié du manga. Et c'est vrai qu'en lisant la première moitié, c'est du shonen pur jus. Très bien exécuté, comme Vers l'Ouest dans son style, où ça te pose effectivement l'univers. Mais pour moi, il n'y a rien qui est mieux ou moins bien fait que d'autres œuvres que j'ai pu voir ailleurs ces dernières années. Tu vois. Pour Le moi, ça. monde. Non, mais moi, Le tout monde, ça me background. parle pas du tout. Ça me parle pas du tout. Franchement, vraiment pas quoi. Vraiment pas. Et là. Donc après, pour terminer, parce que j'allais partir sur autre chose, mais là pour terminer, j'ai lu ensuite la deuxième partie. Et là, effectivement, tu parlais de la séquence avec la tombe, et puis alors la séquence finale où tu découvres le plan machiavélique, parce que c'est pour le coup, on peut vraiment l'utiliser, c'est du Machiavel, le plan machiavélique du vilain, où vraiment psychologiquement, et c'est là que tu te rends compte que voilà pourquoi est-ce qu'elle aime à mon avis Arakawa, Bah ouais. c'est que là tu comprends tout ce que psychologiquement ça va pouvoir faire ressortir dans le personnage, dans le héros principal. Ça, je suis d'accord. Par contre, tout le premier tome, moi, où on te prend à héros vieillissant parce que c'est le chose sur laquelle on voit le truc. On voit un vieux, c'est très rare dans un shonen. Pourquoi prendre un vieux de 70 ans, même si effectivement tu le dis physiquement il a l'air plus jeune, pour en faire ça. Parce que comment il est traité dans ce personnage de 70 ans, on lui met une gamine, Coco Will, on sait pas quel âge elle a dans l'interchapitre, on voit en son âge c'est écrit des points d'interrogation, parce qu'on dirait une toute petite gamine qui est amoureuse, quand n'oublions pas, qui est amoureuse du mec de 70 ans quand même. Bon. On va pas, hein, voilà. L'une, c'est unilatéral, hein, cet amour. On va préciser pour sauver l'œuvre à ce niveau-là. Les temps sont durs. Et Plus déconner. et donc, mais le problème, c'est que psychologiquement, quand même, on a un mec de 70 ans qui va dire limite des trucs. Qui va dire oui, moi si je vais sauver ma ville, c'est ma ville. Il va commencer à clamer ses intentions comme dans tous les shonen. Le mec il a 70 ans, qu'un gamin comme RN ou machin etc le fasse dans la tête du temps, même si moi ça me dérange, c'est du shonen. Donc entre les deux, shonen seinen, shonen up, on va dire, c'est normal qu'il le fasse. Mais là un mec de 70 ans, non, pour moi tu mets un mec de 70 ans au-delà de son histoire, qu'il va s'en servir, elle va s'en servir. Oui, ou il va c'est s'en la servir, légende. La légende, tu vois. Ça, mais psychologiquement, le mec, il a pas 70 ans. Donc moi, ça me dérange. Fondamentalement, ça me dérange quand je dis ça. Et pour moi, celui final, le mec, il aurait pu avoir 20 ans, ça aurait été la même chose. Quoi. Regarde, donc ils en font rien. Ils en font rien de ce mec. On fait pas nos âges non plus. On est vachement plus jeunes. Sinon, on serait pas là en train de faire le podcast. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui se disent c'est un podcast de vieux débiles, ça. Mais non, on nous donne 30 ans, je suis sûr. Les gens seraient surpris de savoir qu'on a 55 ans. Ouais, 53 pour toi. Voilà, vous êtes des petits jeunes. Ouais. Donc au final, moi, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce manga ? J'ai aimé son changement de ton, comme je viens de dire, au milieu du ton, on part faire quelque chose de beaucoup plus sérieux après, où effectivement ça sent le Arakawa, on est d'accord. J'ai aimé le combat, justement, qui est au milieu de tome avec un samouraï, une espèce de samouraï, on sait pas d'où il vient, sur de la flotte, le mec, mais bon, pourquoi pas. Le combat extrêmement bien, très martial, extrêmement bien découpé. Oui, à un moment donné, t'as un espèce de samouraï qui récupère une épée. Hein ?
Non, on est d'accord, mais je vais pas dire de quoi il sort, mais ouais. Et il arrive, tac tac, t'as une espèce de combat Du coup, il sort de la flotte. c'est lié à ça. Mais qui est extrêmement lisible, extrêmement bien découpé. Moi, je trouve ça, voilà, c'est à souligner. Et le final dont j'ai parlé, qui est, voilà, pour moi, qui pourrait donner envie de lire à ceux qui ont adhéré, qui aiment le personnage et qui ont envie comment dirais-je, qui adhèrent à l'univers, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est vrai que l'intrigue finale et les motivations du vilain à la fin, parce qu'au début, quand même, quand tu découvres le vilain, quand ils ont leur premier combat qui arrive très tôt dans le tome, il le laisse en vie, donc Grimm, donc le méchant, gagne. Il laisse en vie Hans, voilà, et en gros il lui dit: oh, tu n'es pas encore assez fort pour moi, je vais attendre que tu à notre prochaine rencontre pour, en gros, puis le temps, je vais te laisser le temps que tu sois devenu plus fort pour qu'on combatte à nouveau, tu vois. Mais combien de fois, voilà, là ça c'est une pure shonen, tu vois ce que je veux dire. Le mec il a 70 ans, quoi. Ah oui, mais non, c'est pas possible, les gars. Alors moi c'est oui, ce mais que il a la retraite, je me suis dit, au début je me suis dit la même chose vrai. que Stan. Mais Faut ensuite sur le coup, il lui dit ça, mais il lui dit mais pour que tu sois plus fort, je vais te laisser un petit quelque chose. Et c'est là où c'est intéressant. Et surtout que c'est quand tu vois ça, et c'est même ce qui va lui arriver par la suite avec l'histoire de ce samouraï et compagnie, qui amène ce petit truc. Et là tu dis, en fait, mais c'est quoi ce petit quelque chose qu'il lui a laissé? Et là tu te dis, oh putain, ça sent mauvais. C'est le cas de le dire. On dira pas pourquoi, lisez-le. Mais maintenant, en vous en entendant parler, vous voyez, moi ça me fait pas plus aimer, ça me donne pas envie plus de continuer que ça. Mais c'est marrant, dans notre échange à tous les trois, c'est vrai que c'est du pur Full Metal Alchemist, t'as raison. C'est vraiment, on sent vraiment là, en ce moment, même si c'est pas lui qui a écrit le scénario. Du Full Metal Alchemist-like. C'est ça. Mais pour le coup, moi j'irais quand même plus vers le steampunk d'un Full Metal Alchemist que d'un un truc où le méchant, quand même, il fait partie de ce qu'on appelle les mastiqueurs. Et attendez, c'est quoi son nom quand même? Parce qu'il faut que je le ressorte, il est où son nom? Il faut que je le retrouve. Le désosseur. Grimm, le désosseur. Et la nana s'appelle Coco Will. Enfin, non, moi, cette rupture de ton, pour moi, elle marchait dans Full Metal Alchemist, malgré on est d'accord. Mais là, pour moi, c'est pas parce que j'aime beaucoup Arakawa. Je peux pas. Mais évidemment que ce sera en dessous, très probablement, parce que elle l'a fait avant, elle l'a fait bien. Oui. Parce que derrière, en plus, elle faisait appel à l'histoire européenne, et ce qui sera peut-être probablement pas le cas là. Voilà, mais je pense quand même. Enfin, moi j'ai hâte. Ça sort vite, ça, le tome 2, tout ça, parce qu'on a envie. Hein, le tome 2 va bientôt, il va venir assez vite. Mais moi, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est que j'ai l'impression de voir, comme tu disais, Full Metal Alchemist qui aurait fusionné avec Castlevania. Ouais, avec ce côté un peu créature, toutes les bébêtes, tous les trucs. En même temps, on est dans une ville, on va commencer à être dans des catacombes, dans tous les trucs. C'est pour ça que oui, moi j'aime bien. Et surtout, voilà, moi c'est le côté, c'est un vieux. Et le côté de se dire que le héros est un vieux, c'est ça qui me fait plaisir. Parce que là, quand je regarde un truc comme Toliko, mes personnages préférés, ce sont vraiment, voilà, c'est pas forcément Toliko, même si j'aime bien, ce sont des personnages un peu plus anciens. Et avoir des héros vieux qui ont des vadrouilleurs, qui ont des baroudeurs, des mecs qui en ont chié des ronds de cuir et qui savent se battre, qui ont connu le truc, tu dis, ouais, c'est ça que j'aime. Voilà. Ça, sur le coup, ce personnage est extraordinaire. Et je pense peut-être que Stan, par la suite, si ça tient ses promesses, je pense que le vieux, on verra qu'il a une psychologie de vieux quand il faudra. Je pense que là, on le prend et il glandouille. Mais c'est comme le mec c'est comme le vieux de Vers l'Ouest. Et le mec, il est allongé chez les prostituées, il faut rien. Ils sont à la ramasse, faut les réveiller. Après, c'est le principe. J'ai pas aimé non plus Vers l'Ouest, donc comme ça. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que ça me laisse indifférent. Voilà, comme Silver. C'est bien fait, hein, les deux sont très bien faits, y a rien à dire. Ça, on peut pas retirer. On peut pas dire que c'est mal foutu, que c'est foutraque, non, pas du tout. C'est bien fait, les deux sont très calibrés, un peu trop à mon goût. Et puis voilà, le côté shonen pour moi ressort un peu trop, notamment quand on met en avant sur la couve un vieux comme ça. Voilà, c'est tout. Et oui, allez-y, hein, ça a l'air d'être c'est prometteur. Je pense que c'est prometteur. Moi, je pense. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte de lire la suite pour le coup. Ah ouais. Donc, je rappelle, ça s'appelle Silverwolf Bloodbone. J'allais dire Hiromu Arakawa. Non, ce n'est pas Hiromu Arakawa. Moi, je trouve que dans le point faible, c'est la couve, le nom qui penche trop sur les vampires. Mais bon. Oui, on est d'accord. Voilà. Et donc, c'est de Tatsukazu Kondo et de Shimeji Yukiyama. Et voilà, on en a fini de nos débats du mois. Et là, on va passer au Totally Crazy, l'instant où chaque mois, nous vous faisons part de nos découvertes extra manga les plus ouf. Et on va commencer par Kino, qui va nous parler de Mémoire, au pluriel, Mémoire d'un Yakuza de Saga Junichi.
C'est un roman. Voilà, sorti chez Piquet Poche, familier des livres asiatiques. Mémoire d'un Yakuza, c'est donc en fait... Donc, d'entrée de jeu, je vais commencer par la faiblesse. Moi, ça m'a pas dérangé, mais je sais que ça peut déranger beaucoup. C'est un médecin qui a recueilli les mémoires d'un Yakuza. Donc la faiblesse, c'est que c'est de la retranscription, c'est pas la personne directe. Voilà, ça peut gêner beaucoup de personnes. Moi, je m'en foutais complètement quand je l'ai lu, parce que je l'ai lu il y a un petit moment déjà. Mais je m'en foutais complètement. Moi, ça m'a pas gâché le plaisir. Je sais qu'il y en a certains qui diront, ah, c'est jamais aussi direct que. Bon, bah, c'est certain. Une histoire qui se déroule d'à peu près 1910 à 1970 au Japon. C'est dire si on couvre une période très importante, pleine de bouleversements, surtout, enfin déjà dans tous les pays, mais surtout au Japon quand même, parce que je veux dire, à l'aune de cette époque-là, on est quand même limite encore à l'ère médiévale. J'exagère, mais un petit peu. On va démarrer avec ce Yakuza qui s'appelle Ijishi Eiji. Gamin, hein, quasiment pré-ado, qui va se retrouver à travailler avec les dockers et qui va donc fréquenter une salle de jeu et qui va devenir, parce que les Yakuza, les Yakuza sont les tenants des jeux à l'époque. Des fois, je veux pas minimiser ce qu'ils sont et l'horreur de certaines choses qu'ils peuvent faire, mais des fois on a tendance à les comparer à la mafia parce qu'on dit que c'est une mafia. C'est pas tout à fait la même chose. Et y compris les mafias il faut toujours distinguer deux époques, de l'avant et l'après arrivée des drogues dures qui ont vraiment changé les manières d'être et leur implication sociale. Parce que là on voit combien un clan de Yakuza a une fonction dans la vie sociale d'un quartier, au-delà du fait de tenir les jeux qui sont quand même illégaux, mais de protection aussi, d'aide. Bon, il y a toujours des contreparties, on est d'accord. Ce qui est intéressant en fait ici, c'est qu'on se retrouve du coup pas du tout avec un récit de mafia type gangster, ascension, machin et tout. Non, on se retrouve surtout avec le récit de la vie d'un homme, quoi, qui est un gamin, qui va devenir un homme avec son parcours, alors effectivement de Yakuza, de joueur professionnel et compagnie, mais aussi ses valeurs, alors ses valeurs de son clan, de Yakuza, mais les siennes qu'il va développer, et comment il va se constituer, se faire dans sa vie, dans un milieu, et aussi, moi il y a une thématique que j'aime beaucoup, c'est le rapport à la répression, qui est très très forte. On va voir comment elle est importante dans sa vie, quand il se retrouve emprisonné, comment c'est très très dur, comment parfois il est compliqué de voir les limites morales entre un clan de Yakuza qui par moments peut faire quand même des bonnes choses pour son quartier et une répression qui est très 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 dure. Un peu, s'il faut rapprocher d'un manga, on pourrait faire un peu style, je cherche son nom, Rainbow, voilà, ce genre de choses comme ça, milieu carcéral très dur. On va aussi voir son parcours tragique à travers son amour des femmes, parce que ça va vraiment égrener sa vie, avoir une importance. Il se retrouve enfermé, c'est pas pour rien non plus des fois. Donc moi je vous le conseille parce que il y a 2 points forts, je le dis, c'est ce développement personnel. Et c'est tout ce qu'on va apprendre de la société japonaise en pleine mutation, parce qu'on va avoir l'invasion de la Corée, on va avoir la Seconde Guerre mondiale, le tremblement de Tokyo de 23, et puis c'est jusqu'à la tranche de vie quotidienne des quartiers, de les bateaux clandestins où font les jeux, les matériaux de construction. Parce que nous on est déjà dans le dur, mais eux c'est pas le cas, quoi. Par exemple, vous voyez ce genre de petits détails tout bêtes, mais vraiment intéressant. C'est un livre qui fait, attendez, je regarde combien de pages il fait, il doit faire un peu moins de 400 pages, c'est ça. Ça se lit vraiment très très facilement, très très rapidement, parce que c'est extrêmement prenant. C'est un récit d'une traite sur le parcours du gars, c'est chronologique et ça prend, quoi. Vraiment. Mémoire d'un Yakuza, quoi. Mémoire d'un Yakuza. Avec une belle couve d'une femme tatouée de dos. Et là, ce qui est marrant, c'est que tu me donnes une transition toute faite quand tu me parlais des matériaux utilisés. Mais je sais bien. À l'époque, parce que donc moi, dans mon Totally Crazy, je vais vous parler des 2 expositions qui ont... il n'y en reste plus qu'une maintenant, malheureusement. La première s'est terminée le 8, qui ont lieu au Centre Pompidou à Metz. La première qui s'appelle Japanness. Alors Japanness qui vous parle de quoi? Qui vous parle de l'architecture depuis 1945 jusqu'à nos jours.
entre les projets donc des qui sont restés peut-être au stade embryonnaire, donc on a vraiment les maquettes d'époque qui sont ramenées, quoi, avec des constructions tout en bois pour reconstruire Tokyo, enfin des trucs vraiment il y a encore Nagasaki, Hiroshima. Donc on voit tous ces endroits qui ont été dévastés par certaines vidéos. On voit comment ils ont projeté de reconstruire ces villes-là. Donc c'est ce que nous propose cette petite exposition qui est au premier étage, qui est au rez-de-chaussée du centre Pompidou. Donc comme je vous dis, ça parle de 1945 avec l'empereur Showa. Qui est face à cette fameuse dévastation atomique et qui va devoir se dire comment est-ce qu'on va reconstruire tout ça. Et ça, donc il y a des choses sur pilotis, il y a des trucs complètement anodins à un moment donné où on va avoir une espèce de maison de thé, qui va être construite sur 2 immenses tronc de bois avec une baraque toute faite en bois au-dessus. Elle est active, c'est-à-dire tu peux aller boire ton thé là-bas, tu es à 6 mètres de haut en train de boire ton thé. Donc ça va être ça peut être des choses aussi triviales qu'une maison de thé. Construit et puis en U. La construction, comment ? Une maison de thé construite en U. Oui, pas mal. Oui, tout à fait en U avec les 2 jambes. Mais on va voir aussi comment effectivement la reconstruction de Tokyo a été pensée. Et c'est vrai qu'on voit des choses. Et quand on voit ça, on se dit mais oui, quand on voit après, on pense à Akira, on pense à Blame, parce que le mec est architecte. C'est pas bien ce que tu fais. Et bien là ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Tu dis ces mecs, ils avaient une imagination débridée. Et d'ailleurs, on peut le voir en termes d'urbanisme. Je conteste le choix des mots. En termes d'urbanisme, c'est vrai que tu peux trouver une baraque d'un style. Un architecte qui a fait ça là, puis l'autre qui va en espèce de cube, chaque pièce est une cube, un autre pas en triangle mais presque, tu vois. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'homogénéité au niveau de l'urbanisme, ça, au niveau de certaines villes au Japon. C'est qu'ils construisent petit. Ouais, c'est ça, il faut optimiser. Il y a le boom démographique, comme on le sait, ils sont quand même 100 millions. Et il faut faire habiter tout le monde. Donc ça, c'était la première expo. Je vous conseille de prendre un guide. Moi, je l'ai fait sans guide. Malheureusement, c'était un peu trop tard dans la journée. C'est des guides audio Non, c'est un guide physique. Malheureusement, c'était pas à la bonne heure, donc j'ai pas pu en bénéficier. C'est dommage parce que ça aurait été quand même plus, à mon avis, je serais sorti avec un peu plus de choses à vous dire notamment. Et puis la deuxième exposition qui est au 3e et 2e étage, et je précise bien 3e et 2e étage, il faut commencer par le 3e, c'est une exposition qui s'appelle Japanorama. Où là on est en 1960 et on parle de la réaction des Japonais par rapport à la pop art américaine. Donc on a ça. On va voir comment eux s'en ont inspirés, comment est-ce qu'ensuite ils se la sont appropriés dans les 70, et après on va arriver dans les années 90 où là on va avoir c'est du post-néo-pop art, on va dire, où là vraiment on a des auteurs qui vont se pencher sur le phénomène otaku. Okay. Donc on va voir par exemple des villes complètement reconstituées avec des rats qui dominent ces villes-là, mais des vrais, on a l'impression que c'est des vrais rats qu'ils ont empaillés et qui vont habiller comme un Pikachu. Toi, tu auras des œuvres complètement. Après, il faut aimer le contemporain en termes d'art, mais bon, moi qui ne suis pas très réceptif à ce genre d'art, pour moi ça a marché. Alors, pour mon Total Crazy, j'en ai trouvé un, et ce qui va étonner tout le monde, c'est qu'effectivement, je l'ai trouvé, et en avance, genre à peu près 30 secondes avant que vous me donniez le micro. Alors, t'as 2 minutes. J'ai 2 minutes. Mon Total Crazy est simple. C'est un éditeur. C'est Manabook. Manabook, c'est une édition qui est sur tout ce qui est livre d'illustration, mais en même temps, ce style un peu encyclopédie, style un peu comme Hero Historia chez Soleil, donc sur Zelda. Et là, ils ont effectivement sorti sur Final Fantasy, sur je viens de recevoir il n'y a pas longtemps le Fallout, il est magnifique. Il y a le Deus Ex Machina qui va aussi sortir en BD et autres, et c'est magnifique. Manabook, c'est le parfait mélange entre l'artbook et le livre, l'encyclopédie. C'est le parfait mélange entre les deux. Je vous les garantis. Au prix, certes pour certains 40 balles ça fait un peu cher, mais très sincèrement, vu la qualité et ce qu'il y a dedans, ça les vaut vraiment à fond les baloches. Je vous le conseille vivement, et il faut savoir que c'est le patron de Kiyun qui est à la tête de ça. Eh oui, il a créé ça pour le faire, et c'est pour ça que il suffisait de dire ça seulement. Voilà, et c'est pour ça que oui, c'est du très très bon. Manabook, je vous les conseille. Moi, je suis tombé amoureux de l'édition. Je m'en prends pour moi, et vraiment régulièrement. Ils sortent de très très belles choses, et vraiment de très belles choses qui vont arriver. Et c'est ainsi que le rideau du Harukia Full Manga Café se referme, en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga, de manhwa et de global manga.
Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter et de vous abonner sur SoundCloud, A priori, iTunes. tu sais, s'ils arrivent là, c'est YouTube. qu'ils nous ont écoutés. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis à chaque fois, c'est merci. Il faut peut-être, merci de le relever enfin Au après, bout de après 11 10 numéros. émissions. 11 Voilà. Et si vous aimez le podcast, n'oubliez 12 pas. De quoi? Ouais, non, Non. c'est 10, enfin, sans écouter sans les hors-séries. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook d'Arokia, le Twitter, l'Instagram bien sûr, et surtout sur le mail arokiacafé tout attaché @gmail.com. Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir?